Bien, messieurs, madame, mes chers collègues, je vous remercie d'être présents ce matin pour des échanges qui visent à mettre en évidence le rôle crucial des entreprises dans notre société. Moteur économique, leur création de valeur permet de financer notre modèle social. C'est le message que je ne cesse de rappeler et qui s'avère absolument nécessaire depuis les derniers débats budgétaires. En effet, on a entendu des inepties sur le rôle des entreprises et les intentions de leurs dirigeants, notamment lors des débats à l'Assemblée nationale. Les propos qui ont été tenus sont le signe d'une méconnaissance totale, grave et irresponsable des ressorts économiques qui sous-entendent notre modèle de société et lui permettent de fonctionner. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu ce matin à donner la parole à deux dirigeants qui se battent pour maintenir leur production en France, malgré les obstacles juridiques et fiscaux qui se dressent sur leur chemin. Tous deux ont commandé des études pour montrer très précisément ce que devient la valeur ajoutée qu'ils créent. Ils ont aussi reçu des simulations économiques de ce que coûterait leur production s'ils délocalisaient, que ce soit en Pologne ou au Bangladesh. Voici deux exemples très concrets, chiffrés, qui sont la démonstration empirique de ce que la délégation aux entreprises ne cesse de rappeler au travers de ses travaux. Les entreprises irriguent l'économie française et financent notre modèle social. En complément de cette approche empirique, il m'a semblé pertinent d'avoir également une analyse macroéconomique qui permettrait de tirer les conclusions de ces deux exemples. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Julien Fauconnier, président de Catiner, un des leaders du dépoussiérage industriel dans les filières du bois, du recyclage, de la bioénergie et de l'agro-céréalier. Je ne vous cacherai pas qu'avec Julien, nous nous connaissons, puisque Julien vient de Haute-Saône, son site de production est implanté à Luxeuil-les-Bains. Monsieur Julien Tuffery, président de l'atelier Tuffery, vous représentez la 4e génération à la tête de cette plus ancienne marque et manufacture française de jeans. C'est dans les Cévennes que sont ancrées vos racines et vous avez récemment communiqué sur les chiffres que vous allez partager avec nous ce matin. Monsieur Denis Ferrand, docteur en économie, vous êtes le directeur général de Rexecode, centre de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises. Vos publications et études abordent des thèmes très variés tels que la fiscalité des entreprises ou la durée du travail en France. Vous pourrez donc rebondir, monsieur le directeur général, sur les propos de nos deux dirigeants ici, de Catiner et d'atelier Tuffery. Messieurs les présidents, monsieur le directeur général, merci à tous et à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Vos témoignages aujourd'hui sont essentiels pour que puisse émerger dans le débat public une nouvelle vision de l'entreprise. Je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes, puis nous débuterons un débat afin de rebondir sur vos analyses. Je rappelle à mes collègues que les documents transmis par nos invités sont accessibles sur Déméter. Je rappelle que cette table ronde est retransmise en direct sur le site internet et le réseau LinkedIn du Sénat, puis en vidéo à la demande. Je rappelle également à mes collègues que pour ceux qui souhaitent poser des questions, et je les encourage vivement, vous pouvez vous inscrire sur la boucle WhatsApp de la délégation. Oui, mais ça va arriver. Monsieur le Président Fauconnier, je vous propose de débuter. Merci. Merci à tous, merci de nous donner la parole. Donc moi je suis là pour représenter Catiner, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de l'entreprise. Je tiens à souligner que je suis fils et frère d'agriculteurs, parti de rien. Ma maman était ASH dans un hôpital psychiatrique, donc on peut dire que j'ai fait des belles rencontres, beaucoup de travail qui aujourd'hui me mène à diriger Catiner. Je suis surtout là pour représenter les équipes, parce que sans elles on ne serait pas là. Et donc j'aime bien parler de bon sens paysan, puisque pour moi il n'y aura pas d'ETI en France sans ruralité. Et donc je trouve que la ruralité est quand même maltraitée en ce moment. Donc je suis surtout là pour représenter l'ensemble des équipes et pas parler à mon propre nom. Je me considère pas malheureux, donc c'est pour parler des équipes. Je tiens aussi à souligner que je présente le bilan à mes équipes tous les ans. Donc on est 150, je présente le bilan du soudeur jusqu'au cadre supérieur. Et donc on a besoin de cette transparence pour expliquer où est-ce qu'on va. On a racheté le Catiner au tribunal de commerce pour l'euro symbolique. Il y avait 300 personnes en 2000. On a repris 59 personnes, aujourd'hui on est 150. Et l'entreprise a clairement souffert des 35 heures et du coût du travail qui n'a cessé d'augmenter en Europe, où nos concurrents deviennent de plus en plus compétitifs. Donc voilà ce que je tiens à souligner. Si on peut passer à la vignette d'après, je vous explique l'histoire de l'entreprise, donc créée par Gabriel Catin en 1959. Un gros déploiement jusqu'à les années 2000. Le dirigeant avait 70 ans, 300 personnes. Il vend l'entreprise à un groupe danois.
S'ensuit 2 groupes danois plus un dirigeant lyonnais. Et donc on passe de 300 personnes à 59 personnes, 3 plans sociaux en 7 ans. Et donc nous on reprend l'entreprise en 2016 avec 59 personnes. On a tout rebâti, du système qualité à l'organisation, on a tout remis en place pour arriver à 150 aujourd'hui et de redevenir le leader français du dépoussiérage. Notre modèle économique fait qu'on est incapable de financer cette croissance si on n'avait pas repris l'entreprise au tribunal de commerce. Donc si on passe à la vignette d'après. Donc ce qu'on a voulu faire, je dis toujours à mes équipes qu'ils peuvent être fiers de travailler pour la maison Catinère, puisqu'ils peuvent être fiers pour travailler pour la maison France, puisqu'ils contribuent bien plus en travaillant chez Catinère à la fiscalité française, à la protection de notre modèle social, que d'être dans un entrepôt Amazon. Donc j'ai voulu mettre des chiffres derrière tout ça, c'est pour ça qu'on a travaillé notre bilan. Donc on fait 25,7 millions de chiffre d'affaires en 2024 et on a essayé de regarder tout ce qu'on avait comme prélèvement. Donc dans cette diapo, je parle beaucoup de prélèvements au niveau de l'État, mais je sais très bien qu'il n'y a pas que l'État, mais c'est plus facile de parler que d'État, de région, de département. Donc sur 25 millions de chiffre d'affaires, on a 10 millions d'achats, essentiellement en France. Dans nos achats, on a pas mal de prélèvements qui vont sur la transition énergétique, notamment sur le coût de l'énergie. Donc on a 170 000 euros qui repartent sur les taxes carburant, électricité, etc. Ensuite, on a 5 millions de charges externes. Donc ça, c'est pour faire fonctionner l'entreprise. On produit 10 millions de valeur ajoutée, ce qui est quand même conséquent. On a un taux de marge brute qui est conséquent. Et donc on a additionné l'ensemble des prélèvements qui repartaient à faire tourner la maison France pour arriver avec 10 millions de marge brute à 800 000 de résultats nets, ce qui fait 3,1%. Donc ce que je vous disais qui est trop faible pour financer, si je devais recréer 7000 m² de bâtiment à Luxeuil, c'est clairement impossible. Donc voilà, sur cette vignette. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est regarder quelle typologie de prélèvement on avait. Une partie qui est payée par l'entreprise, une partie qui est payée par le salarié. Donc aujourd'hui, sur les chiffres de l'entreprise, c'est ce qu'on a dans notre bilan, c'est assez facile à sortir. Donc on arrive à 4,2 millions qui est payé par l'entreprise et 1,5 million qui est payé par les salariés. On a pris des moyennes qu'on a trouvées dans différentes études. La TVA sur les salariés du privé à peu près de 8% en moyenne. Les impôts sur le revenu, on les a sur les fiches de paye maintenant. Et on a aussi tout ce qui est cotisations diverses qui est lié aux ordures ménagères, etc. Ce qui fait qu'on a 5,7 millions qui repart à l'État, soit 57,6% de la richesse qui est produite qui repart à l'État. On peut aussi dire qu'on collecte 7,20 € pour 1 euro de résultat net. Voilà ce qui... Ouais. Donc on a aussi tracé le parcours de 100 euros ou d'1 euro de salaire. Donc 100 euros employeur, quand on impacte toute la fiscalité liée au travail, on arrive à 36,70 € de pouvoir d'achat. Alors je parle bien de pouvoir d'achat, une fois que la TVA est tout payée, je parle bien de pouvoir d'achat. Donc l'essentiel de l'augmentation de salaire qu'on donnera à nos équipes est quand même automatiquement prélevé. Donc on a voulu comparer si on était des bons citoyens, c'est-à-dire on a voulu comparer qu'est-ce que l'État dépensait en dépenses publiques sur le PIB par rapport à nos prélèvements sur la valeur ajoutée. Puisque la somme des valeurs ajoutées des entreprises correspond au PIB, on a voulu faire cet anachronisme pour voir ce qu'on avait. Donc on a plus de prélèvements que ce que l'État dépense en dépenses publiques. Donc ensuite, la vignette d'après... On a voulu comparer aussi, du coup, si on peut prendre cet anachronisme, on a voulu se dire comment ça se fait qu'on a autant taxé. On a regardé qu'est-ce que dépensait chaque pays en dépenses publiques sur le PIB, puisqu'on considère qu'on ne peut pas avoir d'allègement de fiscalité ou de compétitivité supplémentaire s'il n'y a pas d'économie de fait. Et donc on a regardé comparé à la moyenne européenne, puisque l'essentiel de mes concurrents sont d'Europe de l'Est. On a voulu comparer qu'est-ce qu'on avait comme fiscalité, qu'est-ce qu'avaient les autres pays comme dépenses publiques sur le PIB. Donc on est au-dessus de la moyenne française, l'Allemagne est à 49,5%, la moyenne européenne à 47,7%. Donc je vous ai fait chaque pays. Ça veut dire que si j'étais taxé comme ce que l'Europe dépense en moyenne de dépenses publiques, je gagnerais 6 833 € par an de pouvoir d'achat par salarié. Ce qui fait 18 600 € de coût employeur par an par salarié. Donc en fait, chaque entreprise qui fabrique en France porte l'essentiel du poids de la fiscalité. C'est ça que je voulais mettre derrière ces chiffres, c'est que malheureusement, produire en France, vu que l'essentiel de la fiscalité est lié au travail, on le voit bien sur les vignettes d'avant, ça tue notre économie. Donc on a voulu aussi calculer
qu'est-ce qu'on faisait si on partait en Pologne ? Alors pourquoi la Pologne ? Parce que c'est un pays qu'on dit que dans 10 ans, le niveau de vie des Polonais sera similaire à ceux des Français. Et puis c'est clair qu'on a quand même pas mal de confrères qui bossent avec des Polonais et qui, l'Europe leur a financé l'essentiel de leurs grosses machines. Et aujourd'hui, ils ont des ateliers qui sont bien plus nourris que les nôtres. Donc on a voulu comparer un pays qui était dans la moyenne européenne et pas aller chercher la République tchèque qui est encore bien en dessous. Donc si on quitte la France pour la Pologne, on a 9,3 millions d'euros de pertes fiscales liées à la fiscalité du travail. Pour l'État français, on perd 145 emplois directs, 230 emplois indirects. On perd le dernier fabricant français du secteur. Et puis pour Catiner, je gagne 3,8 millions d'euros par an. Et je suis 15% plus compétitif. Donc ça développerait énormément mes ventes. Ce que j'ai du mal à comprendre derrière tout ça, c'est que récemment, on perd un marché public en région Normandie, et je crois que son président est pourfendeur du Made in France, contre un Français qui monte du matériel italien. Et indirectement, l'État a déjà perdu 36% de la valeur. Donc c'est quand même un marché public à 700 000 euros. Et aujourd'hui, on a beau alerter les politiques là-dessus, rien ne bouge. Il faut être clair. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre ce bon sens qui n'est pas mené. Comment on peut perdre encore des marchés publics avec 36% d'écart ? La CPME a fait une étude là-dessus sur l'hôpital de Trévenans. Ils étaient dans les mêmes sortes que moi, entre 35 et 40% de pertes à chaque fois qu'on perd un marché contre un concurrent en Europe. Donc voilà ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai voulu parler des aides. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait un rapport qui est très précieux, mais il y a beaucoup de raccourcis de fait. On entend parler de 211 milliards d'aides aux entreprises. Donc récemment, on a fait un article dans le journal et je suis passé pour un populiste, alors que je suis juste là pour défendre mes employés. Donc j'ai voulu mesurer ce qu'on avait comme aide. Donc on a des aides qui sont amortissables, des aides qui sont non amortissables. Donc on a eu 1 million d'aides depuis la reprise de 2016. Donc 1 million en 10 ans, c'est conséquent. Mais ces aides amorties, il faut savoir qu'on paye de l'IS dessus, donc il y a 25% qui repart à l'État. Et donc, si on lisse ça sur la moyenne, on a eu 85 000 euros d'aide. 1,5% de nos prélèvements, une goutte d'eau. Si je quitte la France pour la Pologne, je gagne 3,8 millions par an, 33%. Voilà. Mon dernier dossier d'aide qu'on a monté, j'ai 2 mois de boulot en interne pour monter le dossier d'aide. J'ai 8 visiteurs, en différents services de l'État. Et heureusement, on a la BPI et la CCI, qui sont pour moi les 2 seuls organismes qu'on devrait garder. Parce qu'aujourd'hui, on a les développements économiques, les pôles de véhicules futurs, etc. On devrait garder le local avec la CCI et le national avec la Banque publique d'investissement, qui est précieux pour nous. Et je rappelle que je suis ambassadeur French Fab et la BPI est un vrai plus pour nous. Donc si on n'a pas eu ces 2 personnes-là pour monter les dossiers, on n'y serait pas arrivé. Et je comprends les petites entreprises qui sont incapables de monter des dossiers d'aide. Ça devient un casse-tête, quoi. Voilà. Donc, on nourrit surtout le système, si on peut redire juste avant. Alors, comme je dis toujours, je suis un peu provoque, mais pour nos PME, les aides servent surtout à occuper ceux qui distribuent et mettre en avant les politiques qui viennent couper les rubans. Je n'ai pas peur de le dire, c'est quand même la réalité des choses. Donc voilà. Ensuite, on a voulu comparer la fiscalité entre 2014 et 2025, enfin 2017 et 2025, il y a un petit bug dans la diapo. Parce qu'on voit les volontés politiques d'alléger le coût du travail, et puis on voit une administration qui tente d'équilibrer son budget. Et clairement, j'ai rien contre l'administration, c'est logique. Nous aussi, on a des comptables qui essaient d'équilibrer les comptes et qui font des budgets. Et donc, à chaque fois qu'il y a un cadeau qui est fait aux entreprises qui n'est pas économisé sur l'État, l'État ou l'administration tentent d'équilibrer son budget. Donc nous, on a vu une baisse des impôts de production, on a vu une baisse d'impôts sur les bénéfices de 33,25, et puis pas mal d'aides aux entreprises, il faut être clair. Et de l'autre côté, une administration qui tente d'équilibrer son budget avec des hausses des taxes sur l'énergie, des hausses de fiscalité sur les flottes automobiles, un versement mobilité régionale qui est arrivé, une fiscalité sur les primes de partage de la valeur qu'on donnait en net à nos salariés, et une augmentation de la fiscalité sur les ruptures conventionnelles. Résultat, la fiscalité augmente. Donc on a une grosse incompréhension pour les ruraux qui payent des impôts comme les citadins, mais qui prennent leur voiture tous les jours. Les gens deviennent fous avec la voiture. Aujourd'hui, ça c'est des données qu'on trouve en temps réel, c'est les émissions de CO2 par kilowattheure. Donc il y a l'application qui est en bas, c'est du live et on comprend qu'est-ce qui est émis. Donc en gros, la France est entre 20 et 25 grammes de CO2 par kilowatt. Quand la Pologne est à 710 grammes de CO2 par kilowatt, donc en moyenne, la Pologne pollue entre 20 et 25 fois plus.
Encore une fois, j'ai rien contre les Polonais, c'est un peuple travailleur je rêve d'une Europe, mais je fais une fixette parce que c'est le pays qu'on a voulu comparer, mais on aurait pu en comparer plein d'autres. J'ai rien contre la Pologne, hein, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc sur notre flotte véhicule, on a voulu comparer ce qu'on avait entre 2017 et 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre flotte véhicule, le prix des véhicules a augmenté de 40%. La moyenne, c'est 40% d'augmentation de tarifs. Et je vous garantis qu'on se bat avec les achats pour essayer de faire baisser cette valeur, mais c'est très compliqué. Et une entreprise en Haute-Saône, elle a quand même besoin de prendre son véhicule diesel pour aller dans le Morbihan, monter une installation dans le Loiret. On ne va pas, avec un véhicule électrique, dans le Loiret ou dans le Morbihan, transporter du matériel. Aujourd'hui, les utilitaires, en plusieurs jours, ouais. En plus, nos utilitaires, ils ne sont pas conçus pour. Hein. Enfin, il faut être clair. Donc, on a regardé tout ce qu'on avait ajouté comme fiscalité. Alors, le bilan derrière ça, il est de 96 000 € de fiscalité supplémentaire par an. Donc, ce qu'on a gagné en IS, qui est en gros 60-70 000 €, est déjà gommé par la fiscalité sur le véhicule. Et je vous garantis que nos salariés deviennent fous. Hein. Parce que quand ils voient que leur véhicule augmente, que les véhicules d'occasion augmentent, que la fiscalité augmente, aujourd'hui, une Golf que je confie à un de mes salariés, si j'y confie une voiture, c'est pas pour se promener, il perd 200 € net pour une Golf sur les avantages en nature. Voilà. C'est juste dément. Et donc pendant ce temps-là, donc si on met la vignette d'après, on a essayé de comparer qu'est-ce qu'il y avait pour nos confrères et compétiteurs européens. Donc en Pologne, il n'y a pas de malus au CO2 à l'achat, il n'y a pas de malus au poids, il n'y a pas de TVS. Il y a un avantage nature qui est plafonné à 180 € par mois. Il récupère la moitié de la TVA sur les véhicules diesel. Donc bilan au bout de 5 ans, nous on a payé 1,5 fois le véhicule en fiscalité. 1,5 fois le véhicule. Hein. Et la Pologne est à 16 000 €, donc ils gagnent 50 000 € par véhicule. J'ai 45 véhicules dans ma flotte. Voilà. Donc où est le bon sens cette fiscalité? Je ne comprends plus, mes gens ne comprennent plus. Et on se fait matraquer, on importe de l'Europe que ce qui alourdit le coût du travail. Récemment, on nous importe un mois de congé paternité pour les gens. On nous a importé de l'Europe le fait que maintenant, les gens continuent d'accumuler des congés quand ils sont en arrêt maladie. J'ai rien contre ça. Hein. Moi, le système social, je le trouve important. Je suis comme vous, quand je vais aux urgences, j'attends 8 heures. C'est important de payer des impôts. J'ai aucun problème avec ça. La problématique, c'est qu'on se bat contre des gens qui mettent à leur sauce les lois européennes. Et donc, on a une concurrence qui est purement faussée et déloyale, quoi. Oui, exactement. Et j'aime bien parler de la Suisse, puisqu'on est tout proche. La Suisse, aujourd'hui, il y a 20 ans, les Suisses avaient le même niveau de vie que des Français. Aujourd'hui, ils sont à 2 fois et demi. La Suisse bosse 45 heures par semaine. Je ne dis pas qu'il faut qu'on bosse 45 heures par semaine. Hein. La Suisse fait le choix de nous récupérer tous nos bons ingénieurs et nos personnes formées, et tous les travailleurs, parce qu'il faut vouloir travailler 45 heures par semaine. Donc tous les gens qui ont une grosse culture travail, ils partent en Suisse. Et nous, on garde dans une classe sociale, il y a forcément des gens qui travaillent moins, donc on paye 20 ans d'études à nos jeunes pour qu'ils se barrent en Suisse, et à la fin, c'est nous qui payons le chômage de ceux qui reviennent. Il ne faut pas étonner que la France aille si mal. Hein. Où est le bon sens paysan? Enfin, voilà. C'est 800 millions par an. Voilà. Donc c'est tout ça qui énerve nos collaborateurs, et ils sont comme vous, ils ont des infos, et donc forcément ça commence à attendre les gens. Donc un message, alors moi j'explique à mes équipes tout ça, je ne vous cache pas que cette année il n'y aura pas d'augmentation puisqu'on a une vraie perte de chiffre d'affaires. Tout est à l'arrêt. On est devenu une société où on attend des aides pour faire des choses. Il y a les aides aux particuliers sur la rénovation énergétique qui fait que quand il n'y a plus d'aide, il n'y a plus rien qui se passe. Mes confrères industriels vont mal. Et puis, quitte à faire, autant lancer des projets quand il y a 30 ou 40% d'aide que de rien avoir. Donc, nos métiers sont clairement à l'arrêt. Alors oui, peut-être que les moyennes nationales ne sont pas dans ce sens-là, mais si on ne fait pas d'armement de luxe ou de nucléaire, il faut se mettre dans la réalité du terrain. Il y a une vraie problématique. Donc on ne peut pas réindustrialiser et imposer 57% de prélèvement, c'est mathématiquement impossible. Quand je critique, j'aime bien aussi donner des solutions. J'ai fait récemment une table ronde au lycée Luxembourg avec le directeur général du travail qui est descendu de Paris. Et ils expliquaient aux enfants quel est les liens entre un délégué de classe et un représentant syndical.
Et on a découvert qu'en région, on avait l'ARACT. Je ne savais pas ce que c'était que l'ARACT, qui dépend de l'ANACT. Donc c'est l'Agence régionale du travail qui nous a expliqué que dans leur mission, ils avaient aidé un coiffeur à faire une semaine de travail en 4 jours. Alors, je rappelle que c'est le rôle des syndicats patronaux et salariaux de se mettre d'accord sur du travail. Qu'est-ce que l'État vient foutre là-dedans? Voilà, clairement. Et donc on paye quand même 16 personnes en région. Et forcément, comme aujourd'hui il faut communiquer sur tout, un service com qui travaille dessus. Et aujourd'hui, ce qui devient navrant, c'est que même des services régaliens communiquent. La gendarmerie communique. Est-ce qu'on doit payer que nos impôts de la communication sur les services régaliens? Voilà. Donc les économies, il y en a à faire partout. Chez Catiner, on avait 2 personnes pour faire tourner le système qualité quand on a repris. On a tout mis à la benne, c'est une demi-journée par personne pour une personne. Donc l'administration produit tous les gens des nouvelles procédures. Il y a un moment, il faudra déchirer la feuille. Ça ne va plus. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il faut faire des réductions urgentes. On a plein d'exemples, le nombre d'organismes. Aujourd'hui, on n'a plus personne dans les usines, mais j'ai des contacts toutes les semaines sur LinkedIn pour des conseils en gestion, en management, en tout ce qu'on veut. Il n'y a plus personne qui travaille et puis il y a des gens qui peuvent faire du conseil. Aujourd'hui, on fait des managers, des bac+5 en management. Je ne pense pas qu'on arrive à gérer une entreprise et manager une entreprise sans passer par le bas. Enfin, en tout cas, pas de la petite PME industrielle. Enfin voilà, faut être clair. Donc on a beaucoup de gens qui conseillent et puis pas grand-chose qui est là pour bosser. On a aussi un problème dans nos gens qui partent en chantier, ils ne font pas 35 heures par semaine. On va se dire les choses. Ils bossent beaucoup. Et ce serait normal que les gens-là, ils partent en retraite plus tôt. Donc quand est-ce que notre système de retraite va prendre en compte les heures travaillées? Les gens qui font 40-45 heures par semaine, un maçon qui fait 40-45 heures par semaine quand il est jeune, à 60 ans, il est relavé. Voilà. Là, la pénibilité, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et en plus de ça, on arriverait aussi à équilibrer nos caisses de retraite et limiter le travail au noir. Parce que je vous garantis que si les heures travaillées comptent pour la retraite, on aura beaucoup moins de gens qui seront tentés de les faire payer à côté. Donc j'aimerais aussi une instauration d'une taxe aux frontières. Il n'y a plus de pragmatisme écologique. En Haute-Saône, on a un industriel qui a réhabilité une friche. Il a créé 70 emplois en zone très rurale, donc Olivier connaît le sujet. Il a été condamné parce que le permis de construire, il était un peu trop tôt. Puis ils ont dû trouver un triton crété ou un crapaud à sonneur à ventre jaune. Voilà, c'est le genre de truc. 20 millions d'euros investis dans une friche industrielle en plus qu'il a réhabilité, donc ça lui a coûté cher. Moi je suis fils d'agriculteur et quand je vois qu'ils veulent curer un fossé et puis qu'il y a des gens en pétard qui viennent avec des pistolets à la ceinture pour les contrôler, puis qu'en même temps on importe de Pologne des produits qui sont électriquement 15 fois plus chargés en termes de CO2, où est le bon sens dans tout ça, quoi? Puis le Mercosur veut bien sûr déforester l'Amazonie, mais ça a l'air de poser de problème à personne. Il faudra aussi réformer le code du travail. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre un apprenti dans l'entreprise. On ne peut plus faire monter un apprenti sur un escabeau. Voilà, il faut être clair. Le dirigeant est responsable de tout. Alors je comprends les assureurs qui ont besoin de responsables, mais le dirigeant est responsable de tout. Mais si on ne peut plus faire monter un apprenti pour faire changer une ampoule, il ne sera jamais formé. Je ne sais pas comment font les bouchers pour former un gamin à 15 ans, quoi. Et c'est quand même là qu'on a la culture travail. J'ai commencé de travailler tôt et j'en suis plutôt fier. Il faudra augmenter le temps de travail. Enfin, je pense que le privé travaille déjà assez. C'est même pas un débat en fait. Chez nous, c'est 39-40 heures. Heureusement que j'ai mes équipes qui sont impliquées, sinon c'est impossible. L'orientation scolaire, j'en ai parlé. Il faudra laisser travailler les retraités. J'ai quelqu'un de 70 ans qui nous a accompagnés à monter un projet. On a doublé le chiffre d'affaires d'une autre structure que j'ai, grâce à ce retraité qui a bien voulu travailler avec nous puis qui a légué son savoir. Si on taxe les retraités, c'est la mort. Je vous le dis, ils iront plus au travail. Voilà. Donc il faut laisser les retraités bosser, on en a besoin. Ils accumulent une expérience qui est juste dingue et les nouvelles réformes font qu'on va les taxer. Et puis arrêter le patron bashing. Quand je fais cet article-là dans l'Est républicain puis que je passe pour un populiste alors que je suis juste là pour défendre les gens, j'ai pris 0 dividende depuis la reprise de Catiner, 0. Mon salaire, j'ai aucun problème, je gagne en gros 4 fois ce que gagne le salarié plus bas chez moi. Pas de problème. Voilà, donc j'ai aucun problème avec ça. Le vrai sujet, il est vraiment sur la fiscalité et comment on fait pour recréer une compétition européenne qui soit logique. Donc merci à vous, j'ai tous ces chiffres-là, je pense avoir fait le tour et puis je pense que j'ai tenu 10 minutes.
Donc merci à vous. Merci beaucoup, Julien. Monsieur Tuffery. Madame et messieurs les sénateurs, merci beaucoup. Alors c'est un plaisir d'être là. Alors évidemment, passer après toi, Julien. Alors c'est super parce que tu as hyper orienté sur vraiment le côté fiscalité. Moi, je vais un petit peu plus parler de tout ce que j'appelle le capital immatériel des entreprises. Ce qu'on a tendance à pas mesurer, à pas palper parce que c'est pas directement comptable. Mais c'est terriblement efficient et efficace pour nos modèles, nos systèmes sociétaux. Donc, je suis ravi d'être là. Je suis un chouïa frustré. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de monde. J'espère juste que cette non-présence ne reflète pas le non-amour que nos politiques et nos institutionnels ont pour l'entreprise. Mais c'est pas grave. Moi, je vais le porter, cet amour. Donc moi, je suis Julien Tuffery. Je suis la 4e génération d'une famille un petit peu particulière. Donc, je co-dirige avec mon épouse aujourd'hui l'entreprise qui a été fondée par mon arrière-grand-père. Donc, j'en suis la 4e génération. Alors, j'étais pas du tout censé reprendre cette entreprise-là parce que donc moi, je suis né en 86. En 2000, j'ai 14 ans. Et quand on a 14 ans en 2000 en France, qu'on est fils d'artisan, qui en a un peu chié avec son histoire de pantalon made in France et qu'on est bon élève à l'école, évidemment qu'il ne faut surtout pas faire un travail manuel. Donc bref, j'ai un parfait petit profil d'un bon élève à la française des années 2000, grandes écoles, ponts et chaussées, enfin tout le tralala. Et je bosse dans mon début de carrière dans un job passion qui était le traitement de l'eau et l'environnement. Un début de carrière chez Veolia. On va parler avec beaucoup de transparence sur toute la suite. Notre cœur de métier aujourd'hui, c'est le jean, parce que historiquement, je ne vous refais pas l'histoire, je pourrais vous en parler pendant des heures. On est dans les Cévennes, proche de Nîmes, la fameuse ville où est née la toile de Nîmes, donc l'ancêtre du jean. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on est en Lozère. Tous les habitants de la Lozère, on ne fait pas un guichet fermé au Stade de France. On est le département sans doute le plus rural et le moins peuplé. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'au fin fond de ce département, je fabrique avec mes équipes le jean, le produit qui est le plus mondialisé, qui s'achète le plus à l'échelle de la planète par an, qui est le jean, le blue jean, ce vêtement. J'ai besoin de vous dire aujourd'hui, parce que vous comprendrez la teneur de mes propos, c'est qu'on est une marque fabricante. C'est-à-dire qu'on a intégré, on a verticalisé toute la chaîne de valeur. Depuis la création, la direction artistique, le développement des fibres, le prototypage, tête de série, production, vente, réparation, marketing, e-marketing. On a toute la chaîne de valeur en interne. Et vous avez aussi besoin de savoir, parce que ça éclairera tous les chiffres dont je vais vous parler après, tout ce que l'on vend, l'entièreté, 100%, exclusivement ce que l'on vend est fabriqué en France. Nous, c'est un argument très fort, c'est une ligne de conduite très forte. Certains y verront un argument marketing, certes, mais en tout cas, on ne met pas sur le marché des produits qui ne sont pas fabriqués en France. Je vous le glisse là, parce que j'en reparle pas après, mais 75% du coût de revient d'un jean, c'est de la main-d'œuvre. 75% du coût de revient d'un jean, c'est la main-d'œuvre. Donc vous allez rapidement comprendre toute la suite des chiffres. Et évidemment, on est très impliqué dans le redéploiement des filières également, c'est pareil. Est-ce qu'on pourra encore, messieurs, dames, faire venir du coton et de la fibre synthétique de l'autre bout de la planète pendant encore très longtemps? On émet des doutes et c'est pour ça que ça fait 10 ans qu'on fait ce travail de l'ombre de réintégrer une filière en France. Je vais y revenir. Donc je crois que Madame Martel m'a demandé d'intervenir suite à un petit post LinkedIn que j'avais posté il y a quelques semaines, quelques mois, qui avait fait un petit peu de bruit. Ce post, il était arrivé pendant ce débat passionnel de la taxe Zuckman. Alors voilà, je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais au-delà, en fait, en parallèle de ce brouhaha autour de cette taxe-là, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de discussion autour d'une espèce de défiance vis-à-vis de l'entreprise et de ses chefs d'entreprise. Du haut de ma naïveté de bientôt quarantenaire, j'ai été un peu abîmé de ça. J'ai pas trouvé ça juste et surtout j'ai trouvé ça vraiment peu à propos. Alors, madame et messieurs les sénateurs, ne comptez pas sur moi pour faire un peu le râleur grincheux pro-capitaliste anti-fiscalité. Julien l'a très bien fait. Je vais compléter ce matin surtout pour vous partager un petit peu ma passion de l'entreprise et surtout essayer de vous montrer à quel point, quoi qu'il se passe, contre vents et marées, en fait, on arrive, et c'est là où je trouve que les chefs d'entreprise et les petits patrons et patronnes sont super, c'est que malgré un contexte terriblement peu favorable, les choses se font, les choses se créent, et vous verrez, j'anticipe un peu sur ma conclusion. Juste, mettez-nous un peu d'huile dans les rouages,
et punaise, les rouages tourneront mieux et encore plus vite. Donc évidemment, je ne suis pas béni oui, je le sais, hein, c'est-à-dire qu'être chef d'entreprise aujourd'hui d'une petite PME artisano-industrielle, c'est franchement compliqué, on est un peu fatigué, mais qu'importe, on a une grande force avec nos équipes, tu l'as très bien dit Julien, parce que nous, on est un peu mal à l'aise d'être là tout seul, parce que nous, tout seul, on est franchement pas grand-chose, et derrière, il y a une géniale équipe qui nous porte. Alors en réponse à ce questionnement sur le rôle de l'entreprise, je me suis penché dans mes chiffres. Alors c'est un peu bizarre de vous dire ça, parce qu'on y est dans nos chiffres toute la journée, mais là j'ai un petit pas de côté en disant mais c'est quand même très injuste ce procès de l'entreprise. Et si on regardait ce qu'une petite PME aujourd'hui dans un territoire du fin fond de la Lozère génère comme valeur, je parlais de la valeur financière, mais évidemment ensuite je parlais du capital immatériel. Donc peut-être Louise, on peut basculer sur la première valeur. Donc nous, je pose ça là. Je vais vous montrer après, je vais vous le prouver. Je me suis mis dans mon dernier bilan comptable, celui de l'année. Alors, je suis à cheval sur fin 24 et un gros début de 25. Je clôture à la fin septembre, donc ce bilan qui s'arrête à fin septembre 2025. Dans ce bilan-là, 92% de la valeur qu'on a créée, c'est-à-dire du fait de la création et du développement de l'entreprise, 92% de cette valeur irrigue l'économie française. Je vais vous le montrer, je vais vous le prouver. Donc en gros, sur peut-être diapo d'après, Louise, s'il vous plaît, merci. Donc en gros, sur les 6,5 millions de chiffre d'affaires TTC, il y a 1,4 million. Bon, après ça, je vais le basculer très vite parce que je pense que Julien avait vraiment orienté sa présentation là-dessus. Bon, 1,4 million de TVA, d'impôts, taxes, dividendes, pas dividendes, pardon, taxes diverses. Donc voilà, ce qui est certes conséquent. Donc on est un très beau percepteur de l'impôt en fait, ce qui est chouette et on en est très fiers de ça, hein. J'y reviendrai en conclusion. Quasiment 1,5 million de salaires, de primes, de participation, de charges sociales, de distribution, de formation, ce qui est quand même pas rien, c'est important. Là aussi on en est encore très fiers. Continuons, Louise. Sur ce chiffre-là, donc toujours sur ce 6,5 millions, nous, quand je vous disais qu'on était inscrit sur la verticalité, et c'est là où les entreprises Made in France, je trouve, sont relativement pertinentes, c'est qu'on a cette capacité à créer des écosystèmes de valeur. Encore une fois, nous, dans cette histoire de temps long, vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que moi, dans cette histoire de jeans et de pantalons et de textiles Made in France, je suis que la 4e génération de cette famille. Des générations, il y en a eu 3 avant, et j'espère normalement qu'il y en aura 18 après. On n'est qu'un petit trait d'union de l'histoire. Donc pour se projeter dans le temps long, on a été obligé, et on le fait avec beaucoup de ferveur, de reconstituer vraiment des chaînes de valeur locales. Encore une fois, faire venir des containers entiers de toile de l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, c'est une super facilité. Les 4 pays majeurs du tissage de la toile de jean, dans le monde, c'est l'Inde, la Chine, la Turquie et le Pakistan. Voilà. Aujourd'hui, 99% des marques de jeans que vous avez dans vos armoires, la toile, elle vient de ces 4 pays majeurs qui se sont ultra spécialisés là-dedans. Est-ce que ça, c'est une démarche très long terme? Est-ce qu'on pourra encore, dans 30 ans, quand je céderai les clés de la boîte, se dire que on fait venir cette toile de l'autre bout de la planète? J'y crois pas trop. Donc on crée quasiment 1,6 million de commandes sur des ateliers exclusivement français de notre chaîne de valeur. Sur ça, bon, après évidemment c'est un petit peu des détails, mais il y a de la, bon, évidemment, location immobilière, c'est pas délocalisable. De la téléphonie, je pense que j'ai à peu près les mêmes opérateurs que vous. Voilà, vous les connaissez très bien, ils sont en France. Assurance, pareil. Tout ce qui va être partie honoraire, conseil, les frais bancaires, tout ce qui s'ensuit. On peut enchaîner, ouais. Évidemment, ben, on investit beaucoup. Donc, on a de la dotation aux amortissements. Donc, si on a fait ça, c'est qu'on a construit des manufactures. Si on a construit des manufactures, c'est que pour le coup, on n'a pas fait venir le plombier polonais, comme tu pouvais le signaler, Julien. C'est toutes petites TPE du coin qui sont venus construire les manufactures, tailler nos pierres, couper notre bois pour les charpentes. Voilà, donc ça, c'est des investissements directement en France, non délocalisables et surtout sur nos territoires. Évidemment du transport, c'est là où c'est chouette aussi, c'est qu'on envoie depuis nos Cévennes, on envoie des jeans partout sur la planète, alors majoritairement en France. Ça fait aussi travailler des transporteurs que vous connaissez très bien, La Poste, Colissimo, DPD, Epner, c'est la personne qui s'occupe de tout notre flux de palettes sur nos divers ateliers.
de la pub, de la production, on va dire tout ce qui est reversé sur, on va dire, l'industrie un petit peu plus créative. Ça aussi, je ne prends pas des agences de com basées à Londres ou à New York, c'est que de la structure française. Et ensuite, évidemment, mais ça c'est anecdotique, mais quand même sur un village de 2000 habitants, c'est un peu important. Je suis à Florac, donc capitale du parc national des Cévennes. C'est un village de un peu plus de 2000 habitants. Bon, mais sur ça, il y a une petite entreprise comme la nôtre, une petite PME de 40 salariés, c'est quasiment presque 50 000 € de mécénat sur le club de foot, le club de tennis. Tu dois connaître ça par cœur. Tous les locaux du coin, les lotos du coin. On continue. Alors dépenses vers l'étranger, j'y vais très vite, mais alors parce que je les trouve anecdotiques. Donc c'est 8% de notre chiffre d'affaires global, tout simplement parce qu'il y a une partie de nos toiles qu'on n'a pas pu relocaliser en France. Donc c'est nord de l'Italie, nord de l'Espagne. Ça c'est majoritairement ça. Par exemple tout ce qui va être producteur de fil, producteur de zip, on n'a encore pas l'autonomie française, donc on va aller chercher sur pays proches. Ensuite sur tout ce qui est l'Europe, majoritairement c'est Facebook, donc avec son siège en Irlande. Vous le connaissez là aussi mieux que moi. Les US. On est encore quand même, quand on vend à l'international et qu'on vend beaucoup en e-commerce, on est quand même dépendant de Google. Voilà, donc c'est tout ce qu'on laisse à Google par an et à Shopify, qui est notre CMS web. Et ensuite, il y a un petit peu de transport international. Dernière diapo là-dessus. 287 800 €, c'était mon résultat net de l'année dernière. Et il est très important, pareil, on a une politique sur les dividendes qui est un peu particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dividendes. Et donc l'idée, c'est de se dire que moi, cette rentabilité de mon année N-1, c'est mon moteur de réussite pour ensuite, clac, monter tout ça en haut de bilan sur l'année N, consolider mes capitaux propres, donc être crédible vis-à-vis de mes banques qui me prêtent, crédible vis-à-vis de la demande d'aide et de subvention, parce que les premières choses qui sont regardées, c'est les capitaux propres. Donc en fait, on est obligé d'être des super acteurs de la rentabilité de nos propres structures, et voire même de l'ultra-rentabilité, parce que c'est notre outil de trésorisation clair. Donc en gros, j'en arrive à ce constat, alors je suis désolé, il est très factuel, mais j'ai voulu vous le remettre comme ça. Donc même moi, en fait, j'ai été un peu surpris de tout ça, et de montrer que qu'en fait, sur ces 6,5 millions, on a plus de 6 millions qui sont réinjectés dans l'économie française. Et moi, je suis sur un produit, entre guillemets, qui n'existe pas des masses. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bon, mais Julien, si t'es pas là, c'est pas grave, hein, les gens s'habilleront, hein, il y a la fast fashion, il y a l'ultra fast fashion, il y a tout ça. Mais on crée tout ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle vraiment de création de valeur purement intrinsèque. Donc là, on parle vraiment du volet très financier et économique, mais j'aimerais, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, vous parler aussi de tout ce gain indirect qu'apporte une entreprise. C'est ce que moi j'appelle ce fameux capital immatériel d'une entreprise, qu'on a du mal à palper, qu'on a du mal. Moi je me bats avec des débats endiablés, notamment avec la Banque de France. Vous savez, cette fameuse cotation Banque de France, qui est juste l'image à l'instant T de nos ratios économiques. Aujourd'hui, et ça commence à venir, ça y est, il commence à y avoir une étude qualitative et non pas que quantitative. Enfin, on est en train de se rendre compte qu'il y a des actions qui sont conduites par les entreprises qui ne servent pas l'économie de l'immédiateté, mais qui servent surtout la structuration sur le temps long. Donc l'entreprise, on est vraiment, on est sur des rapports, des gains immatériels. Par exemple, l'entreprise, on est les acteurs de la formation. Aujourd'hui, on forme à des métiers. L'école ne le fait pas à notre place. Donc, si on est des acteurs de la formation, on est des acteurs de l'émancipation de la société. Et vous m'arrêtez si je dis une bêtise. On est des acteurs aussi de la modernisation des patrimoines. C'est-à-dire que, alors oui, moi, je me plais à dire que je fais le même métier que mon arrière-grand-père. Je ne vous refais pas l'illustre passé de la France textile qui employait des millions d'emplois en France et dans tout vos territoires, vous devez le savoir mieux que moi. En fait, tous ces savoir-faire, on les a modernisés, on les a actualisés, on les a transmis sur le temps long. Et ça, mine de rien, c'est de la souveraineté, en fait. C'est de la passation sur nos trésors de territoire. Donc l'entreprise sert aussi à ça. On est incluant. C'est-à-dire que moi, je dirige une manufacture. Dans la manufacture, il y a Manu, il y a main. J'ai ce privilège de parler le langage universel. Celui de la main. Les manufactures sur nos territoires sont des outils d'inclusion des personnes. J'ai 2 exemples chez moi, très clairs. Elle s'appelle Isida, elle s'appelle Mireille.
c'est des Albanaises, de nationalité albanaise. Elles sont arrivées en France il y a une toute petite dizaine d'années. Je ne vous cache pas qu'elles sont arrivées dans des conditions où elles se seraient toutes les deux bien passées de ces conditions-là, et surtout elles auraient bien aimé rester dans leur pays. Bref, je passe les détails. Ces personnes sont arrivées en France, évidemment pas un mot de français, arrivées dans un système, alors certes, qui les a accueillis bras ouverts, mais quand même très complexe. Et ces deux dames ont eu une volonté de s'en sortir et de retrouver une émancipation en tant que femme par la valeur travail, avec une force incroyable. Donc au début, évidemment pas un mot de français, donc on a beaucoup parlé avec ça, on a beaucoup filmé, on a beaucoup expliqué. Et aujourd'hui, 10 ans après, c'est des dames, j'ai toujours un frisson quand je parle de ça, avec une force, moi je me dis c'est mes locomotives de manufacture. C'est des dames qui se sont émancipées, c'est des mamans qui se sont émancipées, et surtout c'est des gens qui se sont intégrés par le travail. Moi je veux bien qu'on fasse des pays avec que des cabinets de conseil, tu en as parlé, des bureaux d'avocats, des experts comptables et des agences de com. Que fait-on de ces gens qui arrivent en France, qui sont peut-être pas capables de rédiger un CV ou une lettre de motivation, mais qui ont une force de travail incroyable. C'est là où je crois beaucoup au tissu des PME. On est incluant. Ensuite, évidemment, on est à la pointe de l'économie carbone. Je pense que tu l'as très bien dit, Julien, et surtout particulièrement pour mon métier, on va en parler à la fin. Et on crée des écosystèmes de valeur. Donc moi je fabrique dans les Cévennes. Mon principal fournisseur de toile, il est au fin fond des Vosges. Il est dans le village du Thillot, la vallée de la Moselle. C'est les tissages Moulin Thillot. Et c'est super. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des tissages d'écosystèmes de valeur. Plus le manufacturier, vendeur, e-vendeur de jeans dans les Cévennes sera fort, plus je commanderai de la toile dans les Vosges, et etc. etc. On a mon tricoteur qui me fait les chaussettes et les bonnets sont dans le Tarn. On achète des chaussettes à la manufacture Perrin à Montceau-les-Mines. Tac, tac, tac. Voilà ce maillage de la France. Donc tout ça, c'est l'extra-financier. Alors je ne vous cache pas, messieurs, dames, ça il faut quand même que vous puissiez le savoir parce que ça en dit long sur notre référentiel sur le temps. Cet extra-financier, si on était dans une politique de gagner beaucoup d'argent très vite, on ne ferait pas ça. On ne ferait pas ça. On irait beaucoup plus à la simplicité. On gagnerait beaucoup plus d'argent beaucoup plus vite. Sauf que quid de la trace qu'on va laisser et surtout du patrimoine que l'on va laisser. Donc tout ça, c'est très compliqué à faire, mais on le fait quand même. Et c'est pour ça que on n'attend finalement pas grand-chose de vous, des petites choses, parce que le gros du travail, il est fait. Et c'est là où je trouve que les chefs d'entreprise sont extraordinaires, c'est que malgré les vents contraires, on trouve toujours à tirer une voile pour se débrouiller, à avancer. Et quand je parlais donc le rapport au temps, moi je trouve que c'est toute la force des entreprises et surtout des entreprises familiales. C'est que je trouve qu'on est dans un référentiel temps qui est le vrai référentiel temps des vraies transitions sociétales. S'il vous plaît, n'y voyez là aucune polémique. Mais je trouve que le référentiel temps de l'entreprise, ce n'est pas celui du mandat politique. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus long et il nous permet de faire des choses beaucoup plus durables. Par contre, on accepte de faire des choses qui nous pénalisent dans l'économie du temps court. On fait des choses qui nous pénalisent dans l'économie du temps court, mais si on fait ça, c'est pour nous dire qu'on laissera à nos enfants, j'espère chez moi à la 5e génération, sans leur dire aujourd'hui, donc leur dites pas qu'on est en train de construire l'entreprise pour eux, mais vraiment cette continuité. Et encore une fois, j'ai pas l'impression d'être dans le mauvais sens de l'histoire. Faire venir des containers entiers qui dégueulent de vêtements qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète, dans des conditions humaines et environnementales dégueulasses, est-ce bien durable? Je vous pose la question, je pense pas. Donc pensez aussi que l'entreprise française, sur le territoire français, on est les champions du monde de fait de la RSE. De par nos normes et de par nos contraintes et de par nos modèles économiques, on est les champions du monde de la RSE. Mais au-delà de la RSE, moi je préfère appeler ça le bon sens. Mais encore une fois, est-ce qu'on est bien avantagé là-dessus? Je pense qu'avec l'exposé de Julien juste avant, avec ton industrie polonaise, mais tu viens hélas de nous prouver que non. Donc c'est pareil, si le jour où on sortira un peu de ce raisonnement et de cet achat, et on parle aussi de la commande publique, qui est juste basée sur le prix euro, je pense qu'on ne s'en sortira jamais. Punaise, sortons de ça, essayons de mettre de l'extra-financier. Et là, je pense que les contraintes que l'on subit aujourd'hui, nous, entreprises, ce sera un avantage concurrentiel phénoménal. Mais par contre, il faut en tenir compte quand vous étudiez les réponses aux appels d'offres. Donc voilà, j'en arrive sur mon propos de conclusion. Il y a tant et tant de petits chefs d'entreprise comme je le suis partout en France. Tous ces gens-là, on déploie une énergie folle, une passion folle. C'est presque un petit peu de la... je ne vais pas parler de sadomasochisme, mais on en est peut-être pas loin, tellement c'est compliqué, mais on le fait. C'est chouette, on se nourrit du contact avec nos équipes. Quel bonheur tous les matins à 8h quand je suis à l'échauffement avec toute mon équipe. Quel bonheur de pouvoir se dire que oui,
L'an dernier, on a vendu peut-être que 75 000 produits. Bon, mais c'est 75 000 produits qui viennent en moins de très 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 loin sur la planète, qui, je viens de vous le dire, irrigue l'économie française en purement financier, en aussi en extra-financier. Donc je pense que c'est important. Et puis tous les deux, finalement, ça se rejoint. Voilà ce qu'on laisse, et on en est fier. Qu'est-ce que je suis fier d'être un tout petit poumon de l'économie de mon pays. Qu'est-ce que je suis fier de reverser tout ça à mon pays qui, quand même, il y a une belle école, il y a des beaux hôpitaux, il y a des choses, voilà. Bon, il faut faire attention à peut-être les préserver quand même. Mais je suis très fier de ça. Simplement, vraiment ma dernière phrase, il y a un vieil adage, mesdames, messieurs. Alors, il est un peu chevaleresque, il n'est pas très poétique, je suis désolé, mais il en dit long. Il y a un vieil adage qui dit que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Alors, s'il vous plaît, messieurs, dames les décideurs, messieurs, dames les politiques, messieurs, dames les institutionnels, s'il vous plaît, prenez soin de toutes ces petites patronnes et de tous ces petits patrons qui œuvrent en France avec une volonté phénoménale, parce que je pense que c'est les moteurs de nos territoires. Et ensuite, dernier petit quiz pour finir, promis 1 minute. Donc je vous l'ai dit, je fabrique des jeans, produit le plus mondialisé. Moi, le jean que je vends, si vous faites les curieux sur notre site internet, mon produit le plus basique que je vends à 139 € TTC en France, que je vends en vente directe uniquement, soit par e-shop, soit par nos boutiques. Ce jean-là, par toutes les géniales contraintes que l'on a, donc si je compte juste ce qui constitue ma marge très brute, c'est-à-dire main-d'œuvre, mes salariés, matière, et si j'y rajoute juste manufacture et machine, c'est-à-dire mes amortissements pour payer manufacture et machine. Ce jean-là, il me coûte à produire environ 70 à 72 € hors taxe. Voilà, c'est un fait. C'est aussi pour ça que pour vendre des produits aussi pas chers à 139 €, je suis obligé d'être dans une démarche de vente directe. Je me suis amusé le mois dernier à faire chiffrer ce jean-là dans un atelier au Bangladesh. Alors pourquoi un atelier au Bangladesh? C'est qu'en fait, tous les jours, on reçoit des commandes des ateliers. La mondialisation heureuse, c'est très simple, d'envoyer un mail à Autre bout de la planète pour dire « Cher atelier Tuffery, si vous voulez, je peux les produire et je peux vous les fabriquer, ces jeans. » Je me suis pris au jeu, j'ai envoyé ma fiche technique et j'ai envoyé le jean. Est-ce que vous savez, ce jean, moi, qui me coûte entre 70 et 70 € à produire, que je vends 139 TTC, est-ce que vous savez, messieurs, dames, combien il m'en coûterait si je le faisais fabriquer au Bangladesh? Le même. Allez-y. Dans tous les cas, vous allez dire une bêtise. Même moi qui travaille là-dedans, j'étais à 1000 lieues de l'imaginer. Allez-y, essayez. 50, 15, 5, une dizaine. Alors, je vous montrerai, d'ailleurs, si vous regardez sur mon dernier post LinkedIn, je fais la copie d'écran du mail en réponse à 2,10 €. 2,10 €. Alors, j'ai rien contre le Bangladesh, c'est pareil, hein, tu t'excusais vis-à-vis de la plaidoirie que tu faisais pour les Polonais, je fais pareil pour les Bangladesh, vraiment. Et j'ai une pensée très très émue à toutes ces personnes qui souffrent 80 heures par semaine dans des conditions horribles pour les fabriquer tous ces pantalons. Je n'ai rien contre eux. La seule chose, et pourquoi je parle de ça maintenant, c'est qu'à la fin de la fin, ce jean-là, produit dans ces conditions-là, se retrouve sur le même étalage que le mien. C'est juste sur ça où il faut se poser la question. Est-ce vraiment le même produit? Certes, ça porte le même nom, jean, mais ça n'a quand même pas du tout la même symbolique et surtout, ça ne laisse pas la même chose sur nos territoires. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Tuffery. Merci à Julien Fauconnier de ces témoignages sincères, décapants, sans filtre, mais c'est un peu la marque de la délégation aux entreprises, de travailler et de laisser parler les gens sans filtre. Monsieur le directeur général de Rexecode, Monsieur Ferrand, la tâche ne sera pas forcément facile, mais à vous de élargir un peu les choses, de faire un bilan, une synthèse, et de nous donner votre avis sur la question, mais vous êtes vraiment au fait du sujet et vraiment on est très heureux de vous entendre ce matin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, Messieurs les sénateurs, pour cette audition. Effectivement, après avoir mis autant de vivants, maître du chiffre,
Franchement, la tâche est ardue. Hein. Je ne vous remercie pas, messieurs. Mais bon, je vais quand même essayer d'apporter quelques éléments illustratifs. Et déjà, pour commencer, pour vous dire d'où je parle. Rexecode, donc, c'est un institut d'analyse économique qui travaille avec le monde de l'entreprise pour essayer de comprendre les conditions de compétitivité et d'attractivité. Et je pense qu'on ne bosse pas dans ce type d'entreprise par hasard. Donc, moi, je suis docteur en économie, mais je suis aussi fils d'un ouvrier. Mon père était tourneur à des heures, ma mère secrétaire dans le bâtiment, et je sais ce que c'est que l'odeur de l'huile de coupe. Je sais également combien ce sont des tâches dures et combien l'entreprise, c'est là où on se révèle. Et c'est aussi, là aussi, quelquefois, tu l'as expliqué avec ton parcours, c'est peut-être aussi ce que l'on a envie de quitter pour pouvoir se réaliser ailleurs, mais il n'empêche que la vie se fait dans le monde de l'entreprise, et j'en suis d'autant plus persuadé que ça fait 26 ans que je bosse à Rexecode et que je regarde les entreprises, que j'essaye de les comprendre et de comprendre dans quelles conditions elles exercent. Et on pourrait commencer par les très bonnes nouvelles. Parce que oui, il y a des choses qui sont très positives sur le monde de l'entreprise, sur les paramètres qui font l'activité de l'entreprise. Ces paramètres, on peut les regarder à partir de deux concepts importants, qui sont les concepts de compétitivité, qui va s'adresser plutôt à la partie OPEX, à la partie des conditions de l'opération. Est-ce que je suis compétitif dans la manière de réaliser régulièrement mon activité? Et il y a de l'amélioration de la compétitivité en France. On peut le regarder également sous l'angle de l'attractivité. Et vous avez entendu, bien sûr, plus d'une fois, notamment au travers de Choose France, combien on était devenu une terre attractive. Et ça, regarder l'attractivité, c'est regarder sur l'aspect CAPEX, les dépenses d'investissement. Est-ce que j'ai intérêt à réaliser mon investissement sur le territoire en France relativement à d'autres choix de localisation? Et oui, il y a du mieux. Il y a du mieux sur la compétitivité, en particulier sur la compétitivité salariale. On l'a payé très cher, certes, ça s'appelle le bouclier tarifaire, mais on a connu une inflation bien moins importante en France que cela n'a été le cas dans les autres pays européens, et cela se traduit par des évolutions salariales qui sont bien moins fortes en France qu'elles ne le sont dans les autres pays européens. Et à la fin, on a une évolution des coûts salariaux unitaires qui, depuis maintenant 4-5 ans, est très inférieure à celle que l'on observe dans la zone euro. Donc on a une amélioration des conditions de la compétitivité du point de vue du coût salarial. C'est très clair. Du point de vue de l'attractivité également, on nous rebat les oreilles régulièrement avec le baromètre EY qui montre que la France est le pays qui accueille le plus grand nombre d'investissements, que ce soit en nombre de projets ou en masse d'investissements qui sont réalisés sur le territoire. C'est vrai depuis plusieurs années. Mais c'est une statistique en flux. Et il faut regarder quelquefois les statistiques en stock. La statistique en stock, qu'est-ce que c'est? C'est de regarder l'empreinte de ce que sont les entreprises étrangères en France, leur poids dans la valeur ajoutée. C'est 15,6%. 15,6% de la valeur ajoutée est réalisée par des entreprises étrangères en France. Très bien. Mais dans des pays de taille comparable, c'est 18-19%. Allemagne, Italie, c'est 18-19%. Donc, en réalité, toutes ces politiques d'attractivité, c'est une politique de rattrapage d'une situation initiale qui était plutôt défavorable. Ne nous trompons pas, il faut toujours regarder, quand on apprécie une grandeur économique, il faut regarder de là d'où l'on part et là où on arrive. Donc oui, on part de loin en termes d'attractivité et on essaye de rattraper un peu, de combler un peu ce retard. Mais surtout, ce que je pense, ce qui est important et ce qui va faire le ciment entre ces deux dimensions de compétitivité et d'attractivité, c'est de regarder ce qui se passe, non pas du point de vue uniquement salarial, mais également de la structure de coûts. Ça a été très bien présenté par Julien numéro 1 et confirmé par Julien numéro 2. Mais la structure de coûts, c'est également la fiscalité. Et on a quand même un risque qui est très important, c'est de voir le regain de compétitivité salariale qui est patent, qui est là, l'amélioration également en termes d'attractivité, qui est un rattrapage, être en réalité mangé par la différence fiscale. On a parlé de la Pologne, on pourrait parler aussi par exemple de l'Allemagne, un pays qui est quand même pas très loin. L'Allemagne, depuis juillet 2025, a décidé de mettre en place une mesure de suramortissement des investissements. En fait, l'Allemagne est un pays qui a une interrogation existentielle fondamentale quant à son industrie. Et elle est en train de mettre en place un dispositif pour renforcer son empreinte industrielle. Cela passe par des mesures de suramortissement qui sont massives. Et pour l'instant, ça ne se traduit pas par une réaccélération de l'investissement, mais ça se fera. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Allemagne va nous mettre 6-0, 6-0. Comme ils l'ont fait dans les années 2000, en usant d'une compétitivité
salariale extrêmement importante. Au moment où nous-mêmes, nous faisions les 35 heures, ils mettaient en place les réformes Hartz. Et en réalité, on a divergé. Pour diverger, il faut être deux. Et quand vous êtes dans une union monétaire et que vous empruntez des chemins radicalement différents, à un moment, ça se voit dans les conditions d'exercice de l'activité sur le territoire. C'est ça ce qui s'est passé dans les années 2000. Le risque que l'on a désormais, c'est de voir une divergence s'installer, non pas par les conditions d'exercice du salaire, mais par les conditions d'exercice du capital et de l'attractivité du capital, de la réalisation de l'investissement. Il faut se réinventer. On est dans un moment de transformation profonde de l'économie, pour notamment les dimensions de transition environnementale, pour tous les enjeux qui nous sont adressés, pour les enjeux de reconquête de souveraineté industrielle. Et ça va passer par l'investissement. Si on se met dans une situation où on handicape les conditions de l'investissement, il ne faudra pas s'étonner si le tissu productif se délite, et cette fois-ci, pas pour les mêmes raisons que dans les années 2000, mais pour les mêmes résultats. Ça, c'est vraiment ma très grande crainte. Et je pense qu'il est vraiment très important, et je vous remercie, Monsieur le Président Rietmann, de m'avoir invité, parce que on ne peut pas ne pas parler des aides aux entreprises, ou des compensations. Parce que les aides, il faut les regarder de manière nette, et non pas de manière brute. Les aides nettes aux entreprises, plutôt les prélèvements nets aux entreprises, les prélèvements dont on va défalquer les aides qui sont reçues, c'est 19% de la valeur ajoutée des sociétés non financières en France. C'est 12% en Allemagne, en proportion de valeur ajoutée. S'il y avait le même poids, on serait à environ 120 milliards de fiscalité en moins sur les entreprises en France. Donc les aides ne doivent jamais être regardées en tant que telles, elles doivent être regardées au regard de ce qu'elles compensent. Il n'y a d'existence de l'aide qu'en raison de l'existence de dispositifs qui créent des distorsions. Et ces aides viennent essayer de corriger des distorsions. C'est bien ça qui est fondamental, et donc le débat a été, excusez-moi, mais pollué sur cette dimension. Mais je pense qu'il faut le réaffirmer. Et puis, autre élément qui est important à garder présent à l'esprit, oui, il y a eu un tournant en faveur des entreprises à partir de 2014, et il faut le saluer, il était important. Et là encore, on part de loin. Et quand on a regardé, on a fait un calcul, depuis 2010, comment peut-on lire l'ensemble des mesures nouvelles en termes de fiscalité qui ont été adoptées. Pourquoi est-ce que je prends 2010 ? Parce que 2010, c'est le tournant fiscal. C'est le tournant où, avec les premières hausses d'impôts, les premiers chocs fiscaux, rappelez-vous le ras-le-bol fiscal des années 2012-2013 qui avait été évoqué par Pierre Moscovici en particulier, eh bien, c'était le produit de tout un ensemble de hausses de prélèvements qui avaient concerné à la fois les ménages et les entreprises. Et donc, on a regardé, on a cumulé, depuis 2010, l'ensemble des mesures de fiscalité qui ont été adoptées. Et il y avait eu une marche d'escalier qui a été de l'ordre de 4 points de fiscalité en plus entre 2010 et son acmé 2014, répartis à peu près équirépartis entre prélèvements sur les entreprises, prélèvements sur les ménages. À partir de 2014, il y a la baisse des prélèvements sur les entreprises qui ramène en 2022-2023 le niveau des prélèvements sur les entreprises au niveau de ce qu'il était en 2010. Depuis 2024, il y a un tournant qui a été adopté. Le tournant, il est à nouveau à l'augmentation de la fiscalité sur les entreprises. Alors, ok, ça concerne les grandes entreprises, mais il faut avoir une représentation. L'économie, c'est un tout, c'est un système qui combine. Il y a pas, on ne doit pas parer les petites entreprises de toutes les vertus, pas plus qu'on ne doit parer les grandes entreprises de tous les vices. Une économie, c'est une symbiose. C'est quelque chose, c'est un corps vivant qui se combine. Et donc, prélever à un moment, surprélever sur les grandes entreprises, c'est fragiliser aussi l'ensemble d'un tissu économique. Ça, ce sont vraiment des éléments qu'il faut garder présents à l'esprit. Et effectivement, Julien, numéro 1, l'a bien montré sur la kyrielle de prélèvement. On ne peut pas s'arrêter uniquement à l'examen de l'impôt sur les sociétés. C'est bien la kyrielle de prélèvement qui, à la fin, compte et qui façonne les conditions de notre activité. Bon, j'ai évidemment épuisé mon temps de parole, mais j'aimerais peut-être terminer par 2-3 points, puis on pourra engager la discussion, que ce soit par exemple aussi sur les dépenses publiques, hein, parce que s'il y a de la fiscalité, c'est aussi parce qu'il y a des services à assurer. Et je pense qu'il faut être conscient de ce que l'augmentation, si vous regardez depuis 2001, pourquoi 2001 ? C'est la dernière année où on est en excédent primaire. Depuis 2001, l'augmentation de la dépense publique, c'est 4,3%, malgré une baisse des charges d'intérêt de 1,1% du PIB. C'est 4,3 points de PIB en plus, malgré une baisse de 1,1 point de la charge d'intérêt. De ces 5,4 points de PIB en plus en dépenses publiques qui est intervenu depuis lors, 4,5 points sont imputables aux dépenses sociales. À ne pas vouloir traiter ce sujet,
on se condamne à mettre sans arrêt des prélèvements additionnels. On sait très bien ce que veut dire le vieillissement de la population. Ça va être une augmentation des dépenses de santé à dispositif inchangé. Donc, on a quand même, si on veut toujours financer ces dépenses sociales par des prélèvements additionnels, eh bien, on va charger encore un petit peu plus la barque au moment où il y a un enjeu de compétitivité qui est massif. Puis j'aimerais terminer quand même simplement par 2 points. Je vais terminer par le côté négatif. Enfin, je vais d'abord faire le point négatif et ensuite le point positif. Ce sera mieux quand même. Bon, le point négatif, l'urgence. L'urgence. En l'espace de 3 ans, l'écart d'évolution de prix entre la Chine et la zone euro, c'est 25 points d'écart d'évolution de prix. Le prix relatif s'est déformé de 25 points. Quand vous avez votre concurrent principal qui baisse ses prix de 25 points en aussi peu de temps, votre capacité d'adaptation est quand même extrêmement faible. Et c'est un choc qui est massif. Et face à un choc massif, se surcharger encore n'est certainement pas la solution. Au contraire, c'est d'agilité dont on a besoin. Et je pense qu'il y a eu ce rapport du Haut Commissariat à la stratégie et au plan qui est sorti. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les préconisations qui sont, mais ça c'est mon opinion, qui sont proposées sur une augmentation de prélèvement, enfin un droit de douane à 30%. Je ne suis pas certain que ce soit la solution qui soit la plus pertinente. Ce rapport a une vertu, qui est celui de faire prendre conscience de l'ampleur du choc qui est devant nous. Hein. C'est quelque chose qui est massif. Et donc pour le point positif sur lequel j'aimerais terminer, mais vous l'avez fait, mais je pense qu'on ne dit jamais assez aux patrons qu'on les aime. Il faut dire on aime l'entreprise. Parce qu'effectivement, c'est elle qui crée la valeur dans ce territoire, cette valeur qu'ensuite on va pouvoir allouer à la réponse aux attentes sociales. Et donc je pense qu'il y a un rôle politique qui est fondamental. Déjà, arrêtons de taper sur les entreprises et surtout, non pas aidons-les, mais aimons-les. C'est très important. Un point qui a été, tu parlais, en fait, tu es de la région de Montpellier. Rappelez-vous, c'était une étude qui avait été faite par un économiste, sociologue en économie du travail qui avait regardé la souffrance au travail. Oui, je vais terminer par un truc positif, mais les suicides de chefs d'entreprise, on en parle beaucoup pour le monde agricole, on n'en parle pas beaucoup pour le monde de l'entreprise. Et c'était donc un chercheur de Montpellier qui avait fait un travail qui avait été soutenu par BPI France et qui montrait bien que le chef d'entreprise est toujours quelqu'un qui est seul. Fondamentalement, c'est lui qui doit assumer les décisions. Et donc, il faut aussi l'aider. Et je pense qu'il mérite d'être accompagné. Il ne demande pas forcément une aide financière. Ce qu'il demande, c'est la reconnaissance. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, et merci d'être dans ceux qui redressent un peu la communication qui a pu être faite sur ce rapport sur les aides publiques, dont j'étais président de la commission d'enquête, et qui n'a jamais voulu, et qui n'écrit dans aucune de ses lignes le fait qu'il faut diminuer les aides, qu'il faut ne pas donner d'aide, et qu'il y a un abus sur les aides, mais qui écrit qu'il faut les évaluer pour les rendre plus efficaces, mais qu'elles sont nécessaires, et que pour la plupart, c'est de la compensation à des charges beaucoup plus élevées, à des contraintes beaucoup plus élevées. Et à la fin, comme vous l'avez fait, de remettre l'entreprise et le chef d'entreprise au centre du village. Parce que si on veut mettre en place des politiques publiques ambitieuses, la création de richesse, elle ne vient que par nos chefs d'entreprise. Merci beaucoup. Et de tous ceux qui travaillent dans les entreprises, bien sûr. Mes chers collègues, quelqu'un souhaite poser une question, intervenir? J'ai Yves Bleunven, Michel Canvet, à vous. Comme tu veux, merci Monsieur le Président, je voudrais remercier nos interlocuteurs d'avoir apporté ces témoignages extrêmement concrets de la réalité. Je voudrais dire à des différents aussi combien j'ai apprécié l'étude que Rexecode vient de faire sur l'impôt sur la fortune, puisque la France se singularise depuis 4 décennies en étant le seul pays européen à avoir l'impôt sur la fortune. Et vous montrez très clairement que la France perd de l'argent en instituant cet impôt, puisque l'impôt tue l'initiative et tue effectivement l'activité. Donc là, on a un exemple très concret qu'il est absolument nécessaire de pouvoir réduire l'imposition en France. Alors, cela passera par une réduction significative du niveau de dépenses publiques, mais je dois vous avouer, pour avoir formulé de nombreuses propositions au projet de loi de finances en ce sens, qu'il est très difficile d'avancer dans
la réduction des dépenses publiques, puisque chacun a de bonnes raisons de défendre tel ou tel type d'activité. Donc il est vraiment impératif que l'on se pose la question de savoir ce qui doit relever de l'État et ce qui doit relever d'autres opérateurs, et que tout le monde ne veuille pas tout faire en quelque sorte. Donc là, c'est un point important. Alors, ma question, elle porte plutôt sur la question du coût du travail, parce que c'est vraiment un élément extrêmement pénalisant, à mon avis, hein, puisque pour le reste, on est à peu près d'accord sur... je pense ici, oui, tout à fait, je regarde qui est là. On est d'accord sur le fait qu'il faut absolument qu'on s'engage vers une politique résolue de baisse des impôts, mais pour ce qui concerne les charges sociales, moi je suis très inquiet de l'évolution démographique. On a moins de naissances, plus de besoins parce que l'allongement de la durée de la vie, et je partage le sentiment que vous avez exprimé tout à l'heure sur le départ à la retraite, chacun devrait pouvoir choisir le moment où il part à la retraite, effectivement. C'était un peu l'objet de la réforme par points, qui n'a pu, hélas, se concrétiser, mais qui aurait permis à chacun, selon sa volonté, de pouvoir partir à la retraite à un certain moment. Mais donc, sur l'affaire des charges sociales, qui est un sujet qui me préoccupe depuis plusieurs années, de me dire, mais on ne peut pas continuer comme ça, puisque à chaque fois qu'on a des besoins, et les besoins sont croissants, on augmente les charges sociales pour couvrir les besoins. Donc, ça veut dire qu'on altère la compétitivité économique dans notre pays. Donc, il faut changer de modèle de financement de la protection sociale dans notre pays. Pour ma part, je plaide depuis 4 projets de loi de finances sur le fait de financer la protection sociale en tout ou partie par une taxe sur les paiements scripturaux, hein, puisque les paiements scripturaux représentent à peu près 43 000 milliards de mouvements financiers dans notre pays, une taxe de 1,8% sur chacun des mouvements financiers qu'on opère finance les 680 milliards que l'on a besoin pour la protection sociale dans notre pays, et donc permet de supprimer la totalité des charges sociales, CSG comprises, voilà. Est-ce que vous avez d'autres idées de propositions qui pourraient être formulées justement pour arriver à réduire le coût du travail dans le contexte que je viens d'exprimer, hein, de besoins supplémentaires et de cotisants qui diminuent? Merci Michel. Yves, on va faire les questions et puis comme ça vous pourrez répondre. Merci, merci d'être venu apporter ces témoignages. J'ai envie de vous dire que dans nos missions de sénateurs, on a souvent l'occasion, au travers de notre commission des affaires économiques, d'auditionner, de rencontrer des gens comme vous, des chefs d'entreprise de différentes tailles. Et cet échange de ce matin restera, à mon avis, pour moi, marqué longtemps, ne serait-ce que par vos échanges, tous les trois, et particulièrement les 2 chefs d'entreprise qui avaient exprimé avec une foi et une croyance dans votre façon de faire. Je trouve ça extrêmement impressionnant. Et sachez une chose, même si des fois vous vous interrogez sur l'efficacité de nos actions, c'est avec des échanges comme ça qu'on se nourrit et qu'on est encore plus fort pour aller mieux défendre vos affaires. Mais c'est aussi, comme l'a dit Olivier, la marque de fabrique de cette grande maison qu'est le Sénat. La délégation d'entreprise va au plus près, au contact des entreprises au travers de ses visites sur les territoires, mais profite aussi de ces échanges. Je voulais vous dire que dans tout ce que vous avez dit, je crois que quelqu'un ou les 2 même ont utilisé l'expression du bon sens paysan. Tout ce que vous dites, c'est plein de bon sens, mais malheureusement, on a du mal à le traduire en actions concrètes pour pouvoir faire en sorte qu'on corrige les excès. Je vous trouve aussi très objectif sur... Cette foi que vous avez dans le rôle que vous devez jouer dans le financement, parce qu'en fait, tout le thème de ce matin, c'est le rôle que vous avez dans l'irrigation de cette économie française, mais plus que cette économie française, c'est ce modèle social français. C'est ce qu'on dit en permanence. Mais vous l'avez dit très clairement, on a un vrai problème dans ce pays, c'est qu'on n'a plus la culture d'entreprise. On ne sait pas comment fonctionne une entreprise. Ici, on a la chance au Sénat d'avoir des élus proches des territoires, souvent qui ont eu une activité professionnels à côté, mais vous voyez aussi d'autres parlementaires issus de je ne sais où, qui n'ont jamais été dans la vraie vie et qui ont forcément du mal à comprendre ce genre de choses. Le summum, ça a été le débat sur la taxe Zuckman.
Quand on est capable d'avoir des débats comme ça dans un pays comme le nôtre, on se dit qu'il est temps qu'on retravaille. Donc là-dessus, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Moi, je voudrais juste vous poser une question, parce que ça a été plus ou moins abordé à un moment quand on a parlé de surtransposition, mais ce pays est en train de crever de l'usine à gaz qu'il a créée en 50 ans. On ne cesse d'augmenter les contraintes, on ne cesse d'augmenter les normes. Comment, et on est ici aussi particulièrement sensible, moi j'ai été co-rapporteur avec ma collègue Catherine Di Folco de la loi de simplification de la vie économique. Ça fait 2 ans qu'on y travaille et tout ça est arrêté en rase campagne, tout simplement parce que le sujet a été pris en otage politique et il faut le dire et il faut le dénoncer. Et j'attends aussi de vous que vous dénonciez cette situation. Comment se fait-il qu'une loi aussi attendue par les entreprises françaises est tout simplement bloquée par des boutiquiers politiques, il n'y a pas d'autre terme, qui ont ramené des sujets qui sont des sujets forcément irritants et qui bloquent le sujet? On a dans cette loi de simplification économique le test PME qui est un pur produit, puisque c'est Olivier qui l'a porté, qui est un pur produit de la délégation d'entreprise. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à débloquer cette situation politique? Et moi j'attends de vous un pressing fort sur le gouvernement. On ne peut pas accepter... alors, en plus... On est, nous, dans notre rôle de parlementaire, on ne comprend pas comment cette loi n'est pas proposée au vote. Alors, effectivement, le vote est risqué compte tenu de cette prise d'otage politique, mais il faut qu'on arrive à débloquer cette affaire, parce que je pense que le bon sens que vous réclamez, il commence aussi par un axe fort de simplification. Et avant de simplifier 50 ans de complexification, il faudra plusieurs lois comme ça. Alors, si on est bloqué déjà au premier acte, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Pauline Martin. Allez, une petite voix féminine quand même. Alors, je regardais quel était vraiment le thème. C'était entreprise pilier de la société. Alors, comme tout le monde ici, vous avez exprimé votre frisson sur vos 2 salariés. Je pense que vous nous avez fait frissonner ce matin avec beaucoup d'émotion. Et alors, même si nous sommes des politiques, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on s'est regardé tout à l'heure pour voir un peu quels étaient les bords politiques. Vous avez avant tout des gens qui ont les mains dans le cambouis, qui ont été élus locaux et qui effectivement ont été en contact direct, et chefs d'entreprise tout à fait, et donc en contact direct avec ces problématiques-là. Il y a un sujet qui n'a pas été abordé, c'est les jeunes, la formation. Comment est-ce qu'on emmène nos jeunes? Comment est-ce qu'on leur donne envie d'aller travailler dans vos entreprises? Vous avez fait de brillantes études, vous êtes plutôt self-made man, mais voilà, on a un vrai problème aujourd'hui avec l'éducation nationale, avec la formation, etc., etc. Comment, selon vous, et nous, on se casse le nez à longueur de journée à chaque fois qu'on veut faire avancer des programmes, etc., etc. Quel est votre monde idéal en termes pour emmener nos jeunes? Merci à tous les 3. Je crois que les sujets sont assez primordiaux. Allègement de charges et de cotisations, simplification, et puis le sujet de Pauline vient coiffer tout ça. Donc à vous la parole tous les 3, dans l'ordre peut-être des interventions, pour répondre à ces différentes interrogations. Merci. Donc c'est moi qui commence. On a la chance ou pas... la première chance qu'on a eue, c'est de faire partie du programme accélérateur PME BPI. Moi qui viens mon père m'a dit va à l'école et puis on verra après si tu reprendras la ferme. Donc j'ai fait un BTS par alternance, donc je connais bien l'alternance. En bac techno, on m'a imposé des cours de philosophie. Je vous garantis que ça sert strictement à rien avec des gens qui font de la techno. On nous a posé une 2e langue vivante, ça sert strictement à rien. Alors aujourd'hui je me bouffe les doigts parce que j'ai changé de poste. Mais il faut quand même avoir conscience que l'éducation nationale doit se réformer et pas qu'un peu. Sur la partie normes, on a, si je dois résumer, depuis 81, on ment aux Français et on leur dit pas ce qui va se passer. Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas diriger Catinère sans fixer le cap et une stratégie. Grâce à BPI, on m'a aidé à le faire, parce que quand on a un simple BTS, c'est pas évident de se mettre dans la peau d'un dirigeant de PME de 150 personnes. Je ne peux pas fixer un cap et expliquer aux gens et mes équipes où est-ce qu'on va, sans l'écrire, sans le formuler. Je ne vois pas un seul bord politique qui nous fixe un cap pour le pays à 30 ans.
Voilà. C'est dramatique, mais on n'amènera pas des jeunes dans l'industrie en leur fixant pas un cap. Montrez-leur où on doit aller, où est-ce qu'on va. Les normes, on a fait partie du programme Étincelle. Magique. Que de la com. Que de la com, ça sert à rien. Je le dis comme je le pense. À part avoir un contact avec la DGE qu'on n'avait pas, ce qui ça essentiel. Au moins ils nous connaissent. On a essayé de simplifier les normes. C'est impossible. Derrière une norme européenne, il y a un industriel qui se bat pour défendre son produit. Il y a des normes qui... On a essayé de démolir une norme qui fait consommer de l'énergie. On parle de gigawattheures par an dans nos métiers. On nous a dit c'est européen. Et je comprends, hein, il y a des industriels derrière qui protègent leur marché. C'est impossible. Vous n'avez pas le choix que de faire ce qu'on a fait chez Catinher, c'est-à-dire déchirer la feuille de tout ce qui a été fait depuis 81 et reconstruire. C'est foutu. Vous n'y arriverez pas. C'est pas en faisant une micro-réforme qui va simplifier ou améliorer le monde de la PME. Partez du constat où il y a un moment le pays gagnait de l'argent, était bien structuré, bien géré. Il faut repartir depuis là et tout rebâtir. Et j'aimerais des bords politiques qui s'emparent de ça. Et moi, mes salariés, ça me navre. J'en vois qui sont extrême gauche, qui sont extrême droite. Il n'y a quasiment plus rien au centre. Enfin, des riches, ils ont quitté le pays depuis longtemps. Puis les immigrés, comme je disais hier, sans les immigrés, il n'y a plus une usine qui tourne, quoi. Donc ça me navre. Quand je dis à mes équipes, quand je leur présente le bilan, qu'il nous faudrait plus de Bernard Arnault, il y en a que ça irrite. Hein. Alors je l'explique que oui, il y a certainement un problème de répartition de richesse. Je ne sais pas ce qu'il gagne. À la limite, je m'en fous. Son talent, c'est de produire un sac à main à 70 balles et puis de le vendre 5000. Voilà. Sans lui, on n'y serait pas arrivé. Donc il nous faudrait plus de Bernard Arnault, même si en effet, il faudrait peut-être expliquer comment on répartit mieux la richesse chez ces gens-là. Voilà. Nous, nos clients qui sont dans l'ameublement, qui font des meubles comme ça, aujourd'hui, les meubles, on les laisse rentrer depuis le Vietnam, le Bangladesh, et puis Temu et Shine, et puis Alibaba. Nos clients en Haute-Saône vont mal parce qu'en fait, il n'y a plus le marché, parce qu'aujourd'hui, on les sabote avec les normes, on les sabote avec les réglementations, et on laisse importer n'importe quoi. Pour moi, les normes, il n'y a pas le choix. J'aimerais qu'on fixe un cap. Pour les jeunes, je te laisserai rebondir là-dessus, mais... pour moi, l'éducation nationale, ça sert à rien d'amener un jeune au bac. Voilà, faut se dire les choses. Mais on ne prendra pas un jeune en entreprise avec le code du travail qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc la première des choses, c'est libérer le travail, laisser les gens bosser. On n'est pas là pour tuer des gamins au boulot. Hein. On fait tout ce qu'on peut. Hein. Voilà. Après, il y a des moments où malheureusement, quand on bosse, il y a des fois des petits bobos qui arrivent. C'est comme ça. C'est pas le patron peut pas être responsable de tout. Aujourd'hui, on est responsable de tout. Hein. J'ai des salariés qui le vendredi ont pris un principe, c'est de boire une bière ensemble sur le parking. Je sais très bien que le jour où il y a un problème, c'est moi qui vais être emmerdé. Hein. Voilà. Parce qu'ils sont sur mon parking, ils sont sur le temps de travail. Qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Voilà. Aujourd'hui, c'est moi qui ai emmerdé que ça. Voilà. Donc voilà, le coût du travail, pour moi, si je dois répondre à la première question, pour moi, le coût du travail, si j'arrivais à automatiser, mais c'est pas possible chez moi, à moitié de ma production, je serais pas là pour vous parler de fiscalité. Est-ce que c'est normal que ça soit depuis qu'on a le modèle de l'après-guerre où il n'y a que le travail qui porte l'essentiel de la fiscalité française? Non, ce n'est plus possible. Il faut taxer les importations. Il n'y a pas le choix. Et les importations européennes, enfin extra-européennes dans un premier temps, mais européennes. Alors je ne dis pas faire l'ayatollah, je suis un peu violent dans ma note que je vous ai envoyée. Il faut y aller par parcimonie parce qu'il faut qu'on puisse s'adapter derrière. Hein. Mais si on met 3, 4, 5% de taxation, voilà. Je suis allé en Serbie, je suis allé au Portugal parce qu'on réfléchit à des pistes d'économie, parce que je ne vois pas comment l'État français va se réformer. Porto, il y a 20 ans, ils nous ont clairement dit, Porto, il y a 20 ans, c'était pas ça. Hein. On a financé toutes ces infrastructures. Les modèles européens, on les a financés. Mais ils ont été malins. En France, on se tire des balles dans le pied à chaque fois. On veut être plus royaliste que le roi, puis se dire, non, surtout pas, on va surtout pas aider un Français, quoi. Les Allemands, ils subventionnent l'énergie de leur industriel. Voilà, il faut en avoir conscience, quoi. Les Polonais, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de malus écologique. Hein. Donc, si on ne fait pas de protection de l'industrie française, c'est mort. Voilà, je le dis comme je le pense. C'est aussi pour ça que je réfléchis à autre chose. Si on n'est pas attaché à son territoire comme ça fait longtemps que je dégage. Hein. Voilà. Donc voilà, je pense avoir répondu aux 3 questions. Je te laisse la place, Julien. Non, mais pour le coup, je vais essayer peut-être d'arrondir un peu ton angle, mais évidemment que je ne fais que cautionner ce que tu dis. Non, juste sur la norme.
je suis tiraillé sur ces histoires de normes. Évidemment que je te rejoins à 1000%, Julien, sur ce poids de la norme. Mais ça aurait été génial, et c'est génial. Et je pense qu'on a un momentum qui pourrait être super, c'est que pour le coup, à l'heure où quand même, parce que c'est un peu absent des débats, alors je jette le pavé dans la mare sur quand même la nécessité de préserver notre chère planète. Encore une fois, je parlais de temps long. Aujourd'hui, il est clair qu'on est cuit sur la partie coût du travail, fiscalité, organisation, désorganisation, on est cuit. Par contre, on a une force qui reste silencieuse et qu'on n'est pas foutu d'exploiter tout simplement parce qu'on est pris au piège également, et le Mercosur en a beaucoup révélé ça. C'est qu'aujourd'hui, nos normes, le poids de notre norme, punaise, mais ça pourrait devenir un super élément de compétitivité le jour où, parallèlement à toutes ces histoires de fiscalité et de comptabilité, on mettrait réellement ces enjeux planétaires. Alors le problème, c'est qu'on est dans un contexte ultra mondialisé, où c'est sûr que quand nous on va ressortir notre poubelle jaune parce qu'on a jeté un essuie-tout avec un peu d'huile de machine et que c'est une catastrophe écologique, c'est sûr que quand on voit ce qui se passe autour de la planète, on se dit mais c'est quand même aberrant. Mais typiquement, moi, encore une fois, si je vends des jeans 15 fois plus cher que ceux que vous pouvez trouver sur Chine ce soir, c'est parce qu'il y a alors je suis dans un modèle économique un peu différent du tien, Julien, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont en attente de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent transitionner leur modèle de consommation. Derrière, ils achètent plus qu'un jean, c'est qu'ils achètent aussi un acte de consommation en adéquation avec les enjeux des engagements quand même planétaires. Enfin, je veux dire, on sort du GIEC, on sort de tout ça, et vous le savez mieux que moi. Donc le problème de la norme, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu la société bipolaire, c'est-à-dire qu'on a un pied dans le... évidemment qu'on est dans le bon sens de l'histoire mondiale avec ces histoires de normes écologiques et environnementales. Évidemment, tout le monde le sait, je ne vais pas le redire là. Mais on est encore un pied dans ce que tu as très bien dit, Julien, c'est dans nous on le fait, mais en fait, à Retrouve la planète, ils ne le font pas, et ces produits se retrouvent au même endroit, au même moment. Il faudra peut-être un peu sortir de ça et se mettre peut-être aussi un peu d'accord, et en disant juste que si on fait de l'empreinte sociale et de l'empreinte écologique une priorité, punaise, mais montez à l'Europe, montez à l'ONU et dites juste que en fait ce n'est plus possible que ces produits avec des règles de fabrication différentes se retrouvent sur les étalages à concurrence. Ce n'est plus de la concurrence en fait. C'est là où je trouve que, parce qu'on est tiraillé depuis tout à l'heure, ça m'a fait réfléchir en disant est-ce qu'il faut revenir en arrière, c'est-à-dire est-ce qu'il faut être moins rigoureux sur l'empreinte écologique, est-ce qu'il faut, voilà, moi je suis de cette team de chefs d'entreprise en disant non. Par contre, ça, s'il vous plaît, aidez-nous, faisons-en un réel avantage économique. Et messieurs, dames, les décideurs politiques et économiques, punaise, mais tenez en compte dans les appels d'offres en fait. Tenez en compte dans les appels d'offres. On ne peut pas se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire demander de la règle pour laver plus blanc que blanc, et à la fin, on le fait, parce qu'on le fait toujours, on s'adapte toujours. C'est là où je trouve que le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise, c'est des magiciens, quoi. Il y a toujours une adaptation, mais à la fin, on en est, et je comprends un peu ton ras-le-bol, Julien, en se disant, bon, mais pourquoi en fait? Pourquoi on a fait tout ça si à la fin, l'avantage concurrentiel, on ne l'a pas? Voilà. Donc moi, sur cet aspect norme, je me dis, j'écarte un peu les débats, faisons-en un avantage concurrentiel. Et je pense que le momentum environnemental, alors là, on a ce cher Donald Trump qui nous emmerde un peu, mais il y a un momentum. Je ne sais pas ce que le docteur en économie nous dira là-dessus. Je trouve que, allez, ce qui nous pénalise pourrait nous avantager. Voilà. Peut-être que je suis utopiste de haut de mes 40 ans, mais laissez-moi dans mon rêve, parce qu'en tout cas, on a besoin de ça. Et ensuite, par rapport aux jeunes, j'ai envie de vous dire, franchement, n'essayez pas de faire rentrer un carré dans un rond. C'est-à-dire que laissez-nous, on est... ne faites pas, que l'État français ne fasse pas à notre place ce qu'on sera en pole position pour faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quand même compris la passion que l'on mettait dans nos équipes. Moi, si je n'ai personne devant ma machine à coudre, mon entreprise n'existe plus. Vous vous doutez bien qu'on n'attend pas les protocoles de l'éducation nationale et des lois presque pour en fait transitionner en se posant la question mais pourquoi les gens viendraient travailler chez moi? Donc nous pareil, on a tout repensé sur... Enfin, j'ai une phrase un peu conco, mais elle est tellement vraie, c'est-à-dire que
qu'on le veuille ou non, si on veut du Made in France, parce qu'a priori c'est quand même un peu nécessaire, hein, souveraineté, écologie, captation fiscale, enfin ça fait 1h30 qu'on en parle. Si on veut du Made in France, il va quand même falloir se poser la question de mettre des gens derrière une machine à coudre 8 heures par jour. Ou peut-être plus, on verra, parce qu'a priori Julien t'aimerais qu'ils soient un peu plus, 8 heures par jour. Est-ce qu'on assoit des gens derrière une machine à coudre en 2026 comme on le faisait dans les années 60 ? Bien sûr que non. Donc en fait, si nous, on n'est pas les précurseurs de nos nouvelles conditions de travail, on n'y arrivera pas. Et les jeunes, laissez-nous faire. C'est-à-dire que nous, et puis pareil, ces jeunes-là, ils sont quand même, on n'embauche pas un jeune en 2026 comme je pense qu'on le faisait dans les années 2000. C'est-à-dire que si nous, les chefs d'entreprise, on ne met pas les super conditions de travail pour que ces jeunes restent, ils ne resteront pas. Donc en fait, tout ce que l'éducation nationale aurait dû faire ou devrait faire, on l'a déjà fait dans nos entreprises. Donc évidemment, essayez de nous faciliter la tâche sur l'employabilité des jeunes. Tu l'as très bien dit, Julien, sur le fait que ça doit devenir facile. Laissez-nous transmettre l'amour de l'entreprise. Si nous, on ne le fait pas, avec tout le respect que je porte aux corps enseignants qui sont là pour faire autre chose, en fait, on n'y arrivera pas. J'ai un exemple pour vous donner la rigidité du truc quand même. Il y a 2 ans, nous, vous savez, les stagiaires, on en prend beaucoup parce qu'on essaie de beaucoup cultiver l'alternance, parce que j'ai un constat où dans les métiers de la mode aujourd'hui, quand on l'apprend à l'école, on est un peu loin quand même de la réalité. Et puis encore une fois, si on veut dire à ces jeunes, putain mais venez travailler dans la manufacture, c'est sexy une manufacture, à condition d'avoir fait tout ça, hein, ce que je vous ai montré avant pour qu'elle soit sexy, venez. Et nous, ces jeunes-là, encore une fois, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cette sacro-sainte convention de stage, surtout on ne les paye pas plus de 500 € par mois. Alors après, il y a un peu des chefs d'entreprise pas très fair-play qui sont bien contents de faire ça. Voilà, moi je suis plutôt dans l'autre team où s'ils font du bon boulot, on les paye un peu plus. J'ai pris un redressement d'URSSAF. Alors à côté de ça, tout s'était bien placé. Comme dirait mon expert comptable, il fallait bien qu'il trouve un os à ronger, donc ça a été ça. Parce que j'ai trop payé mes stagiaires. Donc du coup, oui, mais monsieur Tuffery, il fallait faire une vraie fiche de paye, un bonnet du forme pour cotiser à la charge sociale, gna gna gna, poète poète. Etc. Donc comment on peut briser un peu ce côté, le mur entre l'école et l'entreprise? Moi je pense que ça passe par une phrase qui a été chouette, juste en fait, donnons l'amour de l'entreprise. Et encore une fois, souvent on dit, et je m'arrête là promis, mais on dit, mais Julien, tu imagines si on raisonne comme toi? Il y a un paquet de chefs d'entreprise, parce qu'évidemment, le chef d'entreprise, par essence, il est mauvais, a priori, hein, on l'a très bien vu dans les débats depuis quelques années. Il y a un paquet de chefs d'entreprise qui vont venir exploiter les jeunes. Mais rassurez-vous, en fait. Rassurez-vous, les jeunes, ils n'iront pas chez eux. Donc, en fait, le tri et l'épuration va se faire naturellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune ira travailler chez un chef d'entreprise qui est bienveillant, qui donne du sens et qui prend soin. Donc, peut-être, faites péter un peu les verrous de l'ultra-régulation, parce que je pense que la régulation se fera naturellement, enfin d'homme et de femme, et d'homme avec un grand H, d'homme à homme. Les jeunes iront chez les employeurs bienveillants, les employeurs bienveillants seront dynamisés par ça, et donc ils vont cultiver le fait de créer un terreau entrepreneurial et une entreprise qui soit juste socialement hyper intégrée. Parce que tout simplement, c'est que si on ne fait pas ça, on n'aura juste plus personne dans nos manufactures. Donc on est obligé de le faire et on le fera. Merci, monsieur le directeur général. Oui, là encore, je vous remercie pas du cadeau à nouveau. Hein. Mais bon, peut-être 2 chiffres moi, qui m'ont beaucoup marqué sur des sondages. Au moment de la taxe Zuckman, puisqu'on en a parlé, c'était à peu près 85-90% des Français qui se déclaraient favorables à la mise en place d'une taxe Zuckman. Après tout, c'est très bien, ça ne me concerne pas moi, donc on va taper sur les riches, très bien. Et puis, vous avez un autre sondage, 60% des Français estiment qu'un chef d'entreprise sera un bon président de la République. C'est pas un peu de la schizophrénie, là? On a quand même un petit sujet sur la représentation du monde de l'entreprise. Enfin, je pense que c'est quand même tout à fait fondamental. Donc, il y a également autour de la réussite, autour de la promotion, autour de la qualité de ce que l'on fait. Et j'aimerais là-dessus faire un point sur ce que vous avez évoqué, monsieur le sénateur, concernant le coût du travail et concernant un peu les nouvelles assiettes auxquelles il faut penser. Déjà, je proscris dans tous les documents de Rexecode l'utilisation du mot charge sociale. Parce que je veux que l'on parle de cotisation sociale.
Parce que quand on parle de cotisation sociale, ça veut dire qu'il y a des prestations en face. C'est le système par répartition. Il n'y a de prestations qu'à hauteur de ce que l'économie est en mesure d'extraire au travers de ces cotisations. C'est le principe de la contemporanéité du système de la répartition. C'est fondamental de garder ceci présent à l'esprit comme représentation. Et à l'intérieur de ces cotisations sociales, on a un énorme sujet qui est qu'on a orienté l'économie, je vais vous parler de la pente des allègements de charges de cotisation sociale, la pente des allègements, qui est quelque chose qui est un outil de déqualification, de frustration et de formation d'un cancer social fondamental dans ce pays. C'est-à-dire que quand vous regardez la structure des allègements, on est le pays qui est le plus compétitif au bas de la distribution salariale. Au niveau du SMIC, le coin socio-fiscal, donc l'ensemble des prélèvements qui s'ajoutent sur le revenu salarié, est inférieur de 40 points à ce qu'il est dans des pays européens de taille comparable. Donc on a un avantage à faire de l'emploi faiblement qualifié. Plus on grimpe dans l'échelle des salaires, plus l'écart s'accroît par rapport aux autres pays européens. À partir de 1,4, 1,5 SMIC, on a un coin socio-fiscal, une structure de prélèvement sur le salaire qui devient supérieure à ce que l'on a dans les autres pays européens. Et l'écart ne fait que s'accroître pour une raison très simple, on n'a pas de plafonnement de cotisation et donc pas de plafonnement de prestations. Également, c'est important. Donc ça pose la question des niveaux de prestations que l'on assure et d'empilement éventuellement d'un système de nature bismarckien, celui du système par répartition, avec un système beveridgien où on combine à la fois un système de socle de prestations sociales et un système où chacun s'assure. Et c'est aussi responsabilisant. Il faut être conscient qu'au fur et à mesure donc, que l'on grimpe dans l'échelle des salaires, l'écart ne fait que s'accroître. Quand on est à 3 SMIC, l'écart de coin socio-fiscal entre la France et les pays européens de taille comparable, il est de 20 points. Il y a 20 points de prélèvements fiscaux en plus dès qu'on est à 3 SMIC. Donc ce qui fait qu'on incite, en fait, on déforme la structure de l'emploi en France dans un sens de la faible rémunération au prix d'un prélèvement important sur les rémunérations les plus élevées. Et ce faisant, il ne faut pas s'étonner si on se retrouve en l'espace de 25 ans. En fait, les allègements de cotisations sociales avaient été décidés à partir de 1993. Alors, je ne peux pas remonter au-delà de 1998, mais j'ai regardé comment se fait la structure de rémunération dans le pays. En fait, entre 1998 et 2025, la part des secteurs dont le salaire moyen par tête est inférieur au maximum à 80% du salaire moyen par tête de l'ensemble de l'économie, la part de ces secteurs, donc ceux qui rémunèrent le moins, est passée de 35 à 43% de l'emploi. Donc on a créé de l'emploi en quantité, on a une politique de la quantité, on n'a pas une politique de la qualification. La part des emplois fortement qualifiés, ceux qui rémunèrent à 50% au-dessus du salaire moyen par tête, est à peu près identique. C'est tout ce qui est au milieu qui s'est retrouvé pincé. Et surtout, cette déformation de la structure de l'emploi, et c'est là que j'en viens à cette forme de cancer qui peut s'installer dans l'économie, c'est qu'on n'a pas parlé de l'éducation. Mais on a orienté l'économie de manière à ce qu'elle crée plutôt des jobs de faible qualification, parce qu'on avait un problème d'emploi non qualifié, mais dans le même temps, on a orienté des classes d'âge entières vers la diplomation à outrance. Et c'est le bac pour tous, c'est la licence pour tous, bientôt le master pour tous et le doctorat pour tous. Non, quand même pas le doctorat. Oh. Bon, je plaisante évidemment, vous l'aurez compris. Mais au-delà de la plaisanterie, je pense que c'est ce hiatus fondamental qu'il y a entre l'aspiration que l'on donne. Tu vas te révéler par ton diplôme, tu vas voir, tu obtiendras un job qui sera fortement rémunérateur, et ce que l'on a fait dans l'orientation de l'économie, qui est une orientation régressive en termes de qualification. Et donc, derrière la question du coût du travail, que l'on a adressé au travers des allègements de cotisations, ça a été le principal levier de pouvoir jouer sur le coût du travail, eh bien on a orienté l'économie dans un sens qui est défavorable et donc qui crée de la frustration fondamentalement pour des jeunes étudiants qui ne trouvent pas matière à se révéler dans l'économie. Et est-ce qu'on a mieux inclus? Non. En 1993, le taux d'emploi des personnes qui avaient au maximum le brevet, c'était 55%. 55% des personnes qui avaient le brevet étaient en emploi. Au bout de 30 ans de politique d'allègement de cotisation, on est à 55% de taux d'emploi pour les personnes qui ont le brevet comme un niveau de diplôme au maximum. On a frustré sans mieux inclure.
Et ça, je pense que c'est un élément qui est tout à fait fondamental que l'on doit garder présent à l'esprit. Parce qu'à la fin, on se révèle dans son travail. Et on se révèle notamment chez les plus jeunes. Quand vous regardez les pays qui ont le taux d'emploi des jeunes plus élevé que le nôtre, et on va en trouver quand même quelques-uns. Nous, on a 35% de taux d'emploi sur les 15-24 ans. Les pays qui ont un taux d'emploi des jeunes les plus élevés sont des pays qui ont un PIB par habitant plus élevé que le nôtre. C'est l'Allemagne, c'est les Pays-Bas, parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, on se révèle dans son travail, on crée de la richesse. Donc l'enjeu de l'emploi des jeunes, c'est un enjeu d'inclusion à un bon niveau, c'est aussi un enjeu de prospérité collective. Et c'est un élément qu'il faut garder tout à fait de manière fondamentale à l'esprit. Merci beaucoup. Je crois que un petit mot de conclusion de nos deux chefs d'entreprise. Ouais. Non, mais alors très rapidement. Petit mot parce que oui, non, je je vous sais, explique. pardon. Non, parce que il y a une séance ce matin à l'hémicycle. Elle a commencé et Oui. après. Oui. Vous allez le faire regarder. Non, mais juste très important pour ça, parce qu'en effet, en une minute, nous, ça, on peut le subir à plusieurs choses. C'est-à-dire qu'avec les fameux allègements Fillon, et c'est ce dont tu dois parler là, c'est sûr qu'un chef d'entreprise qui souffre un peu en ce moment sur l'évolution salariale, c'est compliqué parce que plus on s'écarte du SMIC, plus c'est anormalement disproportionné. Ça. Ensuite, c'est exactement ce que tu dis, c'est que vous parliez de, Madame la sénatrice, de l'école. Mais le problème, c'est qu'entre je vais aller travailler dans une boîte de com et je vais partir dans l'industrie quand c'est sur un primo-travail, en fait, les salaires sont pas les mêmes. Mais ce que je veux, et ça fera une super conclusion parce que je pense que ça va animer une prochaine séance chez vous, c'est il y a une petite révolution qui arrive, qui est 3 fois rien. Alors soit on fait les autruches, on ne la regarde pas, mais elle arrive, l'intelligence artificielle, qui va révolutionner notre cartographie des métiers. Alors moi, j'y vois un boulevard génial pour les métiers de la main, parce que je pense, et je vous laisserai ça pour maturer à l'apéritif ce week-end avec vos amis, je pense que plus l'IA sera forte, et elle le sera, plus les métiers de la main redeviendront des sources d'émancipation intellectuelle. À condition que tous ces jeunes, où on leur dira « Ah, mais vous avez fait les masters, les licences et tout, mais en fait l'IA le fait presque mieux que vous », POC, ils veulent rebasculer, travailler de leurs mains, parce qu'ils ont envie de travailler de leurs mains aujourd'hui, ces jeunes-là. Ils ont envie de se réinventer par le travail. Mais s'ils arrivent dans un climat germinalesque de l'entreprise, parce que la pression systémique, elle nous contraint à ça, on va foirer notre momentum. Merci. Et vous voyez qu'on n'est pas si mauvais à la délégation aux entreprises, parce que en ce moment même, je voulais juste vous préciser, on n'est pas si mauvais à la délégation aux entreprises parce qu'en ce moment même, j'ai diligenté depuis quelques mois une mission d'information sur l'impact de l'IA sur les TPE, PME, parce qu'on parle beaucoup des grandes entreprises. Et nous, on est en train de travailler sur l'impact sur les TPE, PME. Et ben, les rapporteurs ne sont pas là, mais je sais qu'ils font un excellent travail sur le sujet. Julien Fauconnier, une petite conclusion. Juste la valeur travail. On a des gens en entreprise qui n'ont pas vu leurs parents travailler, voire leurs grands-parents travailler. Si on attend 25 ans pour les mettre, enfin après leur bac qu'ils n'auront pas, pour les mettre au boulot, c'est foutu. Il faut d'urgence leur donner la valeur travail très jeune. Il n'y a que comme ça qu'on apprend à travailler, qu'on aime le travail. Donc ça, c'était le point numéro 1. Point numéro 2, on paye des heures supplémentaires à nos gens parce que j'aime pas parler de classe sociale, je viens d'un milieu très faible, mais les gens qui ont des fins de mois difficiles, ils aiment bien avoir une paye tous les mois. On était sur un système d'annualisation, on les paye une fois par an. Il y a des gens qui perdent la prime d'activité parce qu'on paye des heures sup tous les mois. Donc il faut avoir conscience qu'il y a un vrai problème d'assistanat en France aussi, quoi. Et j'ai un autre sujet, l'attentisme. Aujourd'hui, je suis industriel, ça va très mal. Qu'est-ce que je fais ? J'attends l'argent qui tombe du ciel de l'État pour investir et mes 30% d'aide. Donc aujourd'hui, le pays est bloqué. Il faut être clair qu'il y a un problème d'attentisme. On m'a aussi fait rêver, le monde d'avant n'existera plus, on va tous télétravailler, etc. Tout ça, c'est terminé. On n'a jamais fait autant de trajets en avion. Donc le monde d'avant, il est revenu très très vite. Donc il faut arrêter de rêver et puis faire croire que les gens vont travailler depuis leur appartement dans le Jura en télétravail. Hein, on est d'accord. Voilà. Et puis l'acteur social, les gens vont mal parce que la fin de mois est de plus en plus difficile. Les normes sur la construction, ça devient dingue. Aujourd'hui, on demande aux gens de mettre 500 mm de laine des roches dans les combles, ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à se loger, ils n'arrivent plus à bâtir leur maison, ils n'arrivent plus à être propriétaires. On ne peut pas faire juste un petit peu en dessous et puis avoir des coûts de maison qui sont confortables et puis éviter de faire l'énorme norme qui fait qu'on n'y arrivera jamais, les gens ne pourront pas se payer une maison. Et puis j'aimerais sauver ce qui reste comme entreprise
Ouais, sauvez ce qui reste comme entreprise. Dépêchez-vous, hein. Il y a plein de boîtes étrangères qui reprennent des entreprises françaises. Elles se cassent la gueule, quoi. Encore une belle boîte dans le Nord là que je connais qui va pas durer. Et puis j'aimerais que vous nous fassiez rêver. Est-ce qu'on peut pas rêver d'une Europe fédéraliste où on parlerait tous la même langue, qui pourrait pas être l'anglais puisqu'ils veulent pas de nous, qui pourrait être l'espéranto. On a quand même une langue qui est compliquée à apprendre. Est-ce qu'on peut pas avoir un cap à 30 ans pour faire rêver un petit peu nos jeunes d'une Europe différente de ce qu'elle est aujourd'hui? Voilà, merci. Merci Julien. Juste une petite précision, vous avez parlé de la smicardisation finalement, puisqu'on entraîne. Mais alors le chef d'entreprise n'est pas incité à payer les salariés plus, mais les salariés eux-mêmes ne sont pas non plus incités à gagner plus. Julien, tu l'as dit, parce qu'à partir du moment où ils gagnent un certain salaire au-delà, ils perdent aussi un certain nombre de choses. Moi j'ai un patron d'un magasin de Jussé, tu connais bien, qui me disait, mais moi quand je veux faire travailler plus et il y a des possibilités, et les payer plus, on me dit oui, mais attends, il faut qu'on regarde avant ce qu'on va perdre ou pas perdre. Donc le système est quand même assez mal enregistré à ce niveau-là. Vous vouliez faire une conclusion, monsieur le directeur général? C'était simplement pour appuyer sur votre point, le rendement marginal de la formation est nul. Enfin nul. Il est très faible, parce qu'on a un très faible écart entre la rémunération au SMIC et le revenu médian. Or, pour passer du SMIC au revenu médian, ça veut dire un investissement personnel dans la formation, et si c'est pour gagner des clopinettes en plus, je ne fais pas. Et donc, cette smicardisation, ce n'est pas un refus de l'augmentation du salaire dans les entreprises, c'est tout un ensemble de verrous qui s'installent avec des effets de cliquet, des effets de seuil qui sont vraiment très très importants et qui doivent s'appréhender du point de vue de l'offre de travail et de la demande de travail sur les deux. Merci beaucoup, merci chers collègues, merci beaucoup sincèrement à vous trois pour tous les apports que vous avez faits et la dynamique que vous avez mis dans cette réunion, la sincérité. Il y a quand même beaucoup à prendre et à apprendre de ces sujets et on va continuer de travailler sur le sujet. Et puis je pense qu'on se reverra et qu'on rééchangera sur les sujets parce que vous avez une vue de gens qui ont les mains dans le cambouis et c'est ça qui nous intéresse. Merci beaucoup.